bienvenue dans Hyperlink numéro 29, numéro 2 de cette saison 2, n'est-ce pas? Alors Seb, on ne t'entend pas. Et donc on va parler aux autres. Comment vous allez? Bon, très bien. Bien dans le micro s'il vous plaît. Bah ça va bien, on m'entend bien? On vous entend. Nickel. C'est pas moi, mais c'est pas. Titouan nous aime pas. Voilà. Bon alors du coup cette semaine on a un sacré programme. On va parler de l'histoire de Metroid qui a fêté ses 30 ans l'année dernière et qui fait son grand retour chez Nintendo avec Metroid Prime 4 et Samus Returns qui est sorti le mois dernier. Pour en parler on reçoit des bien beaux noms. On reçoit Christophe Mallet dans une interview qu'il a bien voulu nous accorder, que vous pourrez écouter en extrait tout à l'heure. Et on reçoit surtout un invité exceptionnel, Pierre. Bonjour tout le monde. Pierre. On reçoit Pierre. Donc Pierre, qui est rédacteur chez nous, tu viens de l'île d'Abo, c'est ça, à côté de Lyon. Exactement. Et on a le plaisir de t'accueillir à Paris. Tu es de passage. Et quoi de mieux pour t'accueillir que de parler de Metroid. Merci. Donc pour ça, vous pouvez nous écouter sur twitch.tv/hyperlink_RVL, également sur Twitter hyperlink_RVL et sur Facebook hyperlink sur Radio VL. On continue un petit peu le tour de table. Numa, comment ça va? Ça va super. Nickel. Titouan? Moi, ça va très bien aussi. Titouan qui fait son grand retour. C'est le comeback. Titouan's Return. Titouan, tu nous parleras de The Evil Within 2. Oui, monsieur. Et Numa, tu nous parleras de L'ombre de la guerre. L'ombre de la guerre, nouvel épisode de La Terre du Milieu. Sacré programme. On est parti, on attaque tout de suite la newsbox. Alors, on va commencer avec une annonce de taille chez Pika. Car c'est Cardcaptor Sakura qui revient. Oui, Pika va éditer la suite de Cardcaptor Sakura, donc une suite nommée Cardcaptor Sakura Clear Card Arc. Donc cette suite qui a été faite pour les 20 ans de la série au Japon est actuellement en cours au Japon et comporte 3 volumes. Elle sera éditée en France donc pour le 15 novembre. À savoir également qu'une suite est prévue en animé également. Par le studio Madhouse pour l'année 2018. On n'a pas plus de précision quant à la date de sortie, mais voilà, c'est prévu. C'est prévu, on avait un petit extrait, je crois, qui a fuité sur internet. Oui, on a quelques images et tout, mais pas beaucoup de détails non plus. Un petit Sakuga très mignon, on suivra ça avec impatience. Enfin, vous aimez Cardcaptor Sakura? Ah oui. Ça m'étonne pas de Seb. C'est une Madeleine de Proust générationnelle. Donc, c'est bizarre. Mais arrêtez, c'est génial, Simon, du coup. Sakura. Mais c'était notre enfance aussi, genre ça passait sur Fox Kids. sur M6. Ça passait sur M6. M6. Ah, bien M6, sûr, c'est la base. Et Pacifae du coup? Et Avec Pacifae, le du fameux coup. générique nananana. Est-ce que tu aimais Cardcaptor Sakura? Je connais pas du tout. Dommage. Calfa pas là. Mais comme beaucoup, je suis là pour apprendre. Oui, évidemment. Nickel. On passe à une autre news, Numa. IGN qui rachète Humble Bundle. Et ouais, j'ai parlé de nos concurrents en quelque sorte. Alors, bah oui, IGN, le groupe multimédia s'est mis à la vente de jeux vidéo. Ouais, ils rachètent Humble Bundle. Je vais rappeler vite fait ce que c'est Humble Bundle. C'est une entreprise créée par Jeffrey Rosen et John Graham. Je crois que ça se dit comme ça. Leur slogan est Pay what you want and help charity. Donne ce que tu veux pour venir en aide à l'association. Le site propose régulièrement à la vente une série de jeux vidéo, prix libre dans une période limitée, et l'acheteur peut décider quelle association, quelle part du prix revient à l'organisme qu'il veut, enfin de son choix. En septembre 2017, plus de 100 millions de dollars avaient été reversés à ces associations par Humble Bundle. Jeffrey Rosen nous explique pourquoi il a choisi IGN pour le rachat. Alors je vous cite. Nous avons choisi IGN parce qu'ils comprennent réellement notre vision des choses, partagent notre passion pour le jeu et croient en notre mission de promouvoir des contenus digitaux tout en aidant les associations caritatives. Il reste maintenant à savoir si l'achat de ce site ne va pas poser problème à IGN qui sera maintenant, en plus d'être un groupe de presse, un revendeur de jeux vidéo. Et s'il n'y aura pas un petit problème éthique quand certains articles apparaîtront. Et du coup, un petit problème de fiabilité aussi. On verra et l'avenir nous le dira. Je ne vois pas le problème. L'heure n'est pas au gâteau. L'heure n'est pas au gâteau, tout à fait. South Park nous dévoile son Season Pass, Titouan. Oui, donc le nouvel épisode de South Park, donc l'Annale du Destin, The Fracture But Whole, dans le titre original. Grand titre, voilà, nous offre donc le Season Pass, donc qui est composé de 3 DLC et des bonus donc qu'on avait pour l'édition Day One.
Donc dans le DLC, on aura un épisode appelé le deck du danger, donc un combat inédit avec le docteur Timothy, aka Timmy. Donc on aura des tenues et des artefacts en plus pour un total de 5,99€. Puis le DLC Une nuit à la Casa Bonita. Donc une nouvelle mission aux côtés de Kun et Mysterion, donc des personnages du jeu, se déroulant à la Casa Bonita. Donc ça sortira courant 2018 et ça sera pour 11,99€. Donc ça a l'air d'être mieux, c'est plus cher. Après on aura aussi Tout Croustillant qui est une mission supplémentaire permettant d'avoir une nouvelle classe de super-héros. Voilà. Concernant... Ah, il y en a encore, pardon. Il y en a encore. Oui. Donc ça c'est les bonus du Day One. Il y a Relique de Zaron, donc ça comprend des tenues et des packs de bonus supplémentaires. Donc ça arrivera le jour de la sortie du jeu. Donc ça c'est 5,99€ encore une fois. Et sinon on pourra avoir des petites aides qui seront données par Servietsky. Donc le super personnage donc qui nous donnera des petits conseils in-game pour progresser plus facilement, et ça sera disponible le 24 octobre au prix de 1,99€. Ah, donc ça c'est moins bien. Voilà, ça concrètement c'est un peu moins bien, c'est moins cher. Et donc le prix pour ce Season Pass en entier est de 29,99€. Et un jeu quasiment. Voilà, et donc on pourra acheter tout ça le jour de la sortie du jeu, mais ils arriveront progressivement. Et toujours pas de VF officiel. Non, désolé. Il y aura une VF, mais ce sera pas les Oui, voix de la ouais, série. voilà. Ce sera pas Christophe Lemoine. C'est l'argent. Qu'on embrasse d'ailleurs. Seb, je vais te mettre au défi de caser les mots Sausage Party et Famille Adams dans la même phrase. Eh bien, Est-ce que tu peux le faire? Eh bien, je crois que je vais devoir le faire. Alors, qui a dit que le vendredi 13 portait malheur? Eh bien, écoutez, ça c'est encore une fois confirmé, puisque c'est un vendredi 13 qu'on nous a annoncé ça, que le projet qui avait été abandonné en 2013 est de nouveau sur les rails, à savoir que un film de La Famille Adams, en animation évidemment, est à nouveau sur les rails. Donc le formidable réalisateur de Sausage Party, Conrad Vernon, s'est vu confier le remake. On est tous très heureux évidemment parce qu'on connaît la qualité, mais la qualité sublime de Sausage Party. Alors Goûtu. Ouais, Hildebrando se permettrait de t'interrompre. oui, le problème c'est qu'il Les absents ont tort. C'est voilà, les absents ont toujours tort. Donc bon, je suis très attristé parce que Sausage Party évidemment c'était de la merde, je le dis clairement, et j'espère qu'il ne fera pas autant de la merde pour le suivant, mais j'ai quand même un dernier espoir, parce que je sais pas si vous le saviez, mais il y avait déjà une série animée de La Famille Adams. Donc il n'a pas encore été dit quelle technique elle allait être utilisée, si ça allait être de la 3D CGI, c'est-à-dire en gros, si vous voulez, ce qu'on voit comme Pixar et les nouveaux Disney, ou si ça va être finalement un dessin animé en 2D. On n'a pas encore le résultat, la réponse, mais bon, je pense que ça va pencher vers la 3D. Et d'ailleurs, on n'en sait pas non plus sur le nouveau casting. On ne sait pas si ça va être repris de l'ancien casting de la série, ce qui pourrait être cool. Mais encore une fois, j'ai de grands doutes. Donc voilà, un peu triste. James Franco dans Gomez Adams, non, sûr. Si, on va la voir les enfants. Seth Rogen en fétide, attendez-vous à ça. Oui, t'avais un truc à dire, Il commence à être vieux, non, les anciens, parce que ça va faire c'est vrai. bizarre. Raoul Julia n'est plus avec nous, je tiens à voir. Voilà. Évidemment. On suivra ça d'assez près. Et c'est à mon tour de finir ce point news avec Todd McFarlane qui s'est confié sur son adaptation du comics Spawn. Alors pour rappel, Spawn, c'est une série de comics créée par Todd McFarlane dans les années 90. C'est l'histoire du marine Hal Simmons qui se retrouve en enfer après une mort tragique. Il pactise avec le démon Malebolgia. En échange de son âme, il peut revoir sa femme. Mais de retour sur Terre, 5 ans ont passé et en fait, il se souvient plus de sa vie d'avant. Et il va devoir réapprendre à vivre tout en chassant des démons. Donc le créateur du comics réalisera le film lui-même, produit par Jason Blum, donc à qui on doit Get Out et Split notamment. Le script est prêt, ça y est, c'est annoncé. Le budget est presque bouclé. Reste à trouver un distributeur, mais le succès fulgurant de Hit et Logan devrait rendre le projet intéressant. Car pour rappel, le film sera rated R en fait, donc interdit aux moins de 18 ans aux États-Unis. D'accord. Okay. Donc avec un angle très différent. En tout cas, voilà, le rated R avec Deadpool et Logan, ils ont montré que ça marchait. Mais là, l'angle serait vraiment très très différent du film de super-héros habituel, dans la mesure où la logique d'iconisation de personnages ne se fera pas par sa présence à l'écran, mais par son absence. Ah, ça c'est bien. C'est-à-dire un peu à la Alien, vous voyez, c'est-à-dire qu'en gros, on va suivre des personnages qui ne sont pas super-héroïques, mais qui vont vivre l'impact des agissements de Spawn dans la ville, en fait. Et donc, Todd McFarlane l'a dit face caméra, de doigts pointés, vous ne verrez jamais Spawn
dans son intégralité, physiquement, à l'image. Donc c'est un ouais. parti pris qui peut être intéressant. Le costume coûtait trop cher, donc on a fait qu'une jambe et un bras. Bah oui, pas alors, cette personne, ou sinon ils sont barrés en chemin. rappelle qu'en 97, Spawn avait déjà eu une première adaptation qui était catastrophique. Et un super jeu sur Dreamcast, une vraie bouse. Oui, mais on pouvait jouer dans Soul Calibur 2, donc c'était cool. Ou 3, je sais plus, c'était dans 3. Il est pas dans Marvel vs Capcom aussi. Mais, pardon Ah, dans Marvel vs Capcom, si, peut-être. Bon, bah, on peut Non, c'est dire, pas Marvel non. Capcom, c'est pas Ah. Marvel Spawn. Ok. On peut demander aux gens sur Twitch de nous donner la réponse. Ouais, évidemment. Donc voilà, on peut demander, il me semble que PJ me dit 3 depuis là. 2 Ok, d'accord. Donc c'est tout pour ce point news. Je propose qu'on avance et qu'on passe tout de suite à l'édito de Pacifae qu'on reçoit toutes les semaines. C'est parti pour l'édito de Pacifae. Allô Simon? Oui, je suis bien là, donc on va. Mais jingle, c'est pas Je grave. m'attendais à ce que tu l'annonces en fait, mais très bien, très bien. Du coup, aujourd'hui, vu que la semaine passée on avait décortiqué Cuphead, fait. et qu'aujourd'hui on va parler de Metroid entre autres, j'ai décidé de vous présenter une pratique un peu originale dans le jeu vidéo et pourtant pionnière dans le genre, donc à savoir le speedrun. Et on va voir en quoi le speedrun est un sport, en tout cas une forme d'e-sport. Et je pense que premièrement le mieux c'est peut-être d'expliquer très simplement ce qu'est le speedrun pour un novice, quelqu'un qui saurait pas forcément ce que c'est. Donc c'est très simple, c'est une pratique du jeu vidéo dans laquelle l'objectif c'est de le terminer le plus rapidement possible. Donc c'est un défi, un challenge qui est proposé aux joueurs de terminer le jeu le plus rapidement possible. On va faire un petit historique rapide du coup de cette pratique, puisque comme je le disais, son origine est presque aussi vieille que le jeu vidéo. Effectivement, au départ, sur les bornes d'arcade où les jeux n'avaient pas de fin, l'objectif était de faire les high scores. Donc on voit des jeux comme King of Kong par exemple qui sont toujours pratiqués, sur lesquels on essaye encore aujourd'hui de battre les scores. Et c'est avec l'arrivée des consoles de salon que les jeux vidéo prennent fin. Donc on a un début, une fin qu'on peut donc chronométrer et ainsi savoir quel temps on enregistre, donc du début à la fin de la partie. Et c'est là que des jeux, notamment Metroid sur NES, proposent des récompenses même in-game aux joueurs, avec par exemple donc pour les joueurs qui terminaient Metroid suffisamment rapidement, ils avaient un trophée, donc qui était un costume de Samus qui n'était plus en armure mais en bikini. Voilà, donc Voilà. c'est pas Bon, super les par rapport au problématiques sujet de la semaine place dernière, du jeu vidéo. On embrasse On en Winning parlait la Games, semaine voilà. dernière. Mais bon, voilà. Et en fait, c'est vraiment Internet qui a donné une grosse impulsion à cette pratique. Parce qu'en 2003, il y a la création d'un site internet qui s'appelle Speed Demo Archive. Donc c'est vraiment une centrale référence du speedrun où tout le monde partage ses tips, ses analyses, ses touches. Et en 2011, avec l'arrivée de Twitch, d'émissions comme Speed Game par JVC, on a vraiment une impulsion dans le public et une reconnaissance de la pratique massive qui se fait. Et ça aboutit sur un site qui s'appelle, et je vous encourage vraiment à aller le voir, speedrun.com, qui est un espèce de Guinness donc des speedruns. Et on peut y voir par exemple des temps absolument fous, enfin j'hallucinais même moi en regardant ça. Des Super Mario 64 finis en 6 minutes 44, des Zelda Ocarina of Time en 17:45, plus récemment les Skyrim, le dernier Skyrim en 37 minutes 57. Ce que je trouve moi personnellement complètement fou, je sais pas. Ouais, mais ça par contre c'est en utilisant les bugs du jeu, c'est ça. Alors, Dans les glitches, voilà, ouais. souvent, et on y viendra, on va décortiquer la pratique. Effectivement, c'est une pratique un petit peu spéciale, avec un mode de consommation donc différent. On va jouer à une déconstruction analytique du jeu, quitte à en exploiter ses failles. L'objectif même, donc il y a plusieurs règles. De ne pas toucher d'ennemis, donc pas le droit d'attaquer, ne pas le droit d'utiliser des glitches, mais de base, tout est bon pour y arriver en fait. Donc c'est également un mode de création en fait dans le jeu où le joueur va avoir un autre rapport au jeu. C'est vraiment un processus dynamique où l'objectif c'est de dépasser sans cesse le jeu comme il est entendu actuellement déjà, quoi. Toujours trouver le petit truc qui pourra grappiller quelques secondes précieuses. Limite être plus intelligent que le développeur en fait, c'est-à-dire vraiment faire un travail de rétro-engineering sur la programmation du jeu
Vraiment essayer, par C'est exemple, vrai qu'il y a. tu vois sur Ocarina of Time, typiquement un speedrun à base de le mec il pose une bombe, puis il fait bouclier, puis il utilise Il se fait glisse, projeter. il se fait projeter, il glisse en arrière, il fait du moonwalk, il traverse un. Mais d'ailleurs, pour ajouter une précision, pourquoi est-ce que les gens aussi cherchent ce genre de choses? Parce que par exemple, déjà sur Ocarina of Time, ça marche que sur la version Jap du jeu, donc la version originale, parce que ces bugs avaient été corrigés en fait quand on était passé sur les versions européennes. Donc voilà, typiquement, D'accord. ça demande vraiment effectivement de connaître le jeu. Alors maintenant, la question qui se termine, c'est pourquoi c'est un sport? En quoi Voilà, c'est un c'est sport? ça. Donc pourquoi on a choisi de vous présenter ça dans la chronique e-sport? C'est que finalement, quand on y pense, l'e-sport, c'est directement sous des formats très simples de confrontation directe entre les joueurs. Aujourd'hui, on le sait, la compétition est principalement axée en multijoueur, donc confrontation directe entre les joueurs, alors que là, comme je le disais, on a un rapport au jeu différent, puisque déjà on est versus environment, donc contre une interface, l'interface du jeu. En fait, on joue pas directement contre un joueur, on va essayer donc de faire le meilleur temps possible, la meilleure performance. Donc en ça, c'est un peu comparable au sport comme les sports d'athlétisme en fait, Ouais, plutôt que les sports de Ouais, qui a un confrontation. rapport au record en fait. Surtout. Voilà, c'est ça. Et l'aspect compétitif, étant indirect, c'est pas pour autant qu'il est pas présent, il est ultra présent. À la fin, c'est comme des records sur le 100 mètres, on va grappiller la microseconde qui va nous faire battre le record. Et en plus de ça, on voit avec beaucoup d'étonnement, et ça me plaît, que donc on a d'un côté le joueur théoricien qui doit vraiment maîtriser le jeu du par cœur. On voit des outils utilisés par les professionnels qui ralentissent frame par frame les jeux pour vraiment connaître la combinaison de touches. Enfin, c'est vraiment à ce point-là, il faut s'en rendre compte. En plus de ça, on a des spectateurs et une communauté extrêmement active. La valeur principale, c'est l'entraide. Bien qu'on soit en compétition, on partage ses analyses. L'objectif de réaliser la performance, c'est de la partager, d'aider les autres à faire mieux, dépasser le jeu. C'est ça en fait l'objectif. Et je vais terminer aussi sur quelques chiffres importants quand même. On a à peu près donc plus de 4000 jeux enregistrés sur Speedrun. Donc on a des jeux qui sont évidents à Speedrun, ça semble en fait évident, mais on voit aussi d'autres trucs plus originaux, comme par exemple les speed leveling sur World of Warcraft auxquels j'ai pu participer par exemple, et qui voilà, on peut faire ça dans tous les jeux d'une certaine façon. On a plus de 10 000 runners donc réguliers enregistrés, des millions de spectateurs, donc 10 millions par mois dans le monde, et rien qu'1 million par mois en France avec Speed Game, Oui, donc une émission sur jeuxvideo.com. Cœur de Vandale. Et Bloc, on vous embrasse. tout à fait. Et certains streams dépassent de manière hallucinante plus de 100 000 spectateurs simultanés Ouais, avec c'est la communauté speedrun complètement sur Twitch qui est une des plus importantes. Ouais, donc effectivement, c'est une pratique qui a un déficit de visibilité auprès d'un public non initié, mais qui fait vraiment mouche. C'est-à-dire que vraiment les gens vont voir, il y a une vraie scène autour de ça. Et effectivement, ça vaut le coup de s'y intéresser, parce que finalement, c'est un rapport au sport qui est pas direct, qui est pas une compétition en face à face, mais quoique, il est possible d'imaginer des compétitions de speedrun avec plusieurs consoles alignées, les joueurs qui... Totalement. Après, Puis le rapport au temps fait vraiment la différence en fait. Comme dans ces sports d'athlétisme où on essaiera au-delà de gagner contre ceux qui sont là en présence, on va essayer de battre un record, son record et le record des autres pour établir donc le record. Et je trouve que c'est particulièrement sportif en fait comme esprit et effectivement pas assez connu, pourtant très légitime auprès de la scène e-sport quoi. Un grand respect et prestige pour ça quoi. Dernière question de Titouan. Ouais, c'est une petite remarque. C'est parce qu'en fait, je trouve c'est tellement happant comme truc et tellement fou qu'il y a comme t'en as pas parlé, mais je pense que tout le monde le connaît. C'est le Tool Assisted. Oui, c'est donc ça. en fait, il y a même pas de mec qui est filmé en train de jouer, mais ça marche tellement bien que tu peux regarder un Tool Assisted pendant 1 heure juste parce que le truc est magnifique. Alors, Quoi. le Tool Assisted, Alors qu'il y a personne qui parle, il y a rien quoi. C'est utiliser un programme justement pour pouvoir faire le speedrun d'une façon Le parfait. En fait, voilà, c'est vraiment. Oui, c'est ça. C'est le fameux Tool Assisted Speedrun qui est une catégorie en soi en fait d'ailleurs de speedrun Bien sûr, qui ne concourt pas avec les autres catégories. Alors, le tas est-il du dopage? C'est peut-être une question qu'on pourra garder pour plus tard, mais pour l'heure, il faut refermer ce point, cet édito pour Pacify. Merci beaucoup. Merci. Merci. Simon. Merci Pacify. Voilà, Merci, Pacify. un Merci à grand vous. monsieur qui reste avec nous pour la suite de l'émission. Évidemment. On va parler après la pause musicale de La Terre du Milieu, L'Ombre de la Guerre avec Numa et de The Evil Within 2 avec Titouan. Oui.
On se retrouve tout de suite après la pause. Et la pause, c'est Vince Staples, le morceau Big Fish. A tout de suite. De retour dans l'émission sans jingle. Ouais, mais on s'applaudit du coup. Bravo. Ouais, fantastique. Nous sommes de retour dans Hyperlink, deuxième partie. On aborde donc les critiques. Et donc, je vais changer de feuille. Il va changer de feuille, ça y est. Magie. Nous passons à notre première critique, La Terre du Milieu, l'ombre de la guerre. Donc, oyez, bonnes gens. Numa va prendre la parole. Ah, c'est la musique de Star Wars, non? T'as raison. Et oui, j'ai pu jouer cette semaine à l'ombre de la guerre que j'attendais avec impatience, car mon premier titre sur Play 4 fut son grand frère en fait, l'ombre du Mordor, sorti il y a 3 ans. Pour le coup, moi je l'ai beaucoup apprécié. Donc on commence le jeu avec une belle cinématique qui nous rappelle les événements du dernier titre, puis on retrouve notre duo Talion-Celebrimbor à la montagne du destin, le mont Destin, résolu de construire un nouvel anneau de pouvoir pour rivaliser avec celui de Sauron. Mais une fois cela fait, Celebrimbor disparaît et Talion part donc retrouver son compagnon, nouvel anneau de pouvoir en main. Mais il s'avère que Celebrimbor est prisonnier d'Arachné, qui semble être une ennemie avec de redoutables pouvoirs. Bon, je vais pas plus spoiler ce qu'elle vous fait, ce qu'elle vous dévoile. Je ne connais pas ce Pokémon. Mais c'est Arachne. Mais si, c'est celle que vous retrouvez pendant le film. Oui, Celle oui. qui plante son dard là dans. Et ouais. Migalos, d'accord. C'est ça. Donc en fait, elle s'avère être une ennemie redoutable, mais qui va finir être une sorte d'allié malgré nous. Donc au final, Talion lui donne l'anneau pour récupérer Celebrimbor. Donc l'anneau, on l'a 5 minutes. On l'a plus après, et part donc affronter l'armée de Sauron et y mettre un joyeux bordel afin d'empêcher l'expansion de son armée sur les terres du milieu. Donc maintenant je vais aborder un point qui me chiffonne, direct, allez je commence par ça, c'est l'histoire. Car même si elle se situe entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, on a la désagréable impression de rajout, on peut un peu tirer par les cheveux, comme la création de cet autre anneau de pouvoir que l'on va perdre, comme j'ai dit tout à l'heure, au bout de 5 minutes de jeu. Même si, ouais, c'est complètement inutile. Ouais. Pour moi, c'est genre franchement. C'est très Metroid en fait. C'est très Metroid dans l'idée. Voilà, c'est ça. Mais on verra ça après. Mais même si la date de la prise de Minas Tirith, même si la, non, c'est même si la date de la prise de Minas Mithil change. Et oui, je vais vous dire, change. Non, parce que Minas Mithil, je vous dirai après quelle est cette ville. Donc même si la date de Minas Mithil change et quelques incohérences par rapport à la datation de Tolkien, un beau travail scénaristique a été fait pour coller au mieux au calendrier original des événements. Donc voilà, pour les puristes, ne vous faites pas attention aux dates s'il vous plaît, sinon vous gâchez le jeu, car le jeu est assez appréciable quand même. Maintenant on va direction des maps. La première map proposée après l'introduction se place donc dans un univers plus lumineux que le premier. Une cité qui nous est pas inconnue du coup, Minas Ithil, qui deviendra par la suite la célèbre Minas Morgul. D'accord. Et ouais, on retrouve D'accord. Minas Ithil, enfin Minas Morgul avant qu'elle ne devienne la cité, la tour de la sorcellerie, si je me rappelle bien. Un peu de diégèse. Voilà. Donc, bon point, on est direct dans l'ambiance recherchée, ça c'est cool. On est direct, allez, Seigneur des Anneaux à Donf. Il n'y aura rien à redire quant au reste des maps proposées. Dans le voilà quoi, c'est cool, il y a des ambiances différentes, on découvre vraiment la terre du milieu, enfin plutôt le Mordor tel qu'on aurait vraiment voulu le découvrir, parce que c'est un peu frustrant dans les films, on l'a pas. Sauf à la fin, on le voit traverser, et paf, il balance l'anneau, hein, je spoil rien, désolé pour les gars qui Quand jamais vu Seigneur des qui Anneaux. n'ont jamais vu Seigneur des Anneaux. Attention, Jésus-Christ est Voilà. ressuscité le 3e jour. Voilà. Spoiler. Donc bon point, on est direct dans l'ambiance recherchée, j'ai rien à dire. Mais visuellement, le jeu reste quasiment le même que le premier en fait. Genre il n'y a pas eu de grande amélioration niveau graphique, c'est quasi le même que le jeu sorti il y a 3 ans. Les standards actuels sont en fait en deçà des standards actuels. Le seul je me souci, rappelle. c'est que ça arrive souvent en ce moment. Voilà, c'est vrai que ça arrive souvent en ce moment. On a l'impression que ce 3 était là parce qu'on avait besoin un peu d'argent. Le manque de peps, bien que le design des forteresses soit hyper stylé, qu'il y ait différents styles en fonction des zones et tout, on a l'impression que le jeu est un peu fade. On ne justifie le changement de zone que par le changement de style, même de style architectural et tout. Encore D'accord. L'architecture des orques qui se répète un peu partout dans toute la terre dans tout le Mordor. Donc du côté des orques, on n'a rien à dire. Franchement, leur design par contre il est hyper travaillé, on a plus de diversité que dans le premier titre, plus de classes aussi, vu qu'il y a plus de monstres aussi. C'est vraiment cool. Pour le coup, ils ont vraiment bien retravaillé.
Ils ont vraiment bien retravaillé tout ça, même le système d'ennemis dont je vais parler après. Du coup voilà. Bon bah c'est un peu dommage que niveau graphisme ça pêche. Il y a des choses à redire. Voilà. Mais tu nous as pas encore parlé de l'expérience de jeu. Non, c'est vrai, j'allais y venir. Excuse-moi, je suis pas assez rapide. En dehors du côté graphique qui pêche de temps à autre et d'une histoire qui nous laisse un drôle de goût, l'expérience de jeu elle est vraiment superbe. La prise en main se fait mais très bien. D'ailleurs j'ai vu mon cobaye ce week-end, ma copine qui n'est pas du tout geek, genre qui ne joue jamais aux jeux vidéo, je l'ai fait tester. Elle a vraiment géré, c'est vraiment genre... c'est Elle vraiment joue mieux que moi, putain. Non quand même pas, mais parce que moi je l'ai fait en mode difficile, je l'ai mis en mode normal. Oh, Ouais parce que très gentil. voilà, faut bien... Je lui ai dit le mode facile, elle fait non je fais le mode normal. Mais elle a vraiment, c'est très appréciable parce qu'on nous apprend au fur et à mesure d'utiliser les capacités et c'est un jeu qui est au final accès à tous. Je vais juste dire que pour les gens qui n'ont pas découvert le premier titre, qui n'ont jamais joué, c'est très bien. Voilà, vous vous rappelez, bonne prise en main. Pour les gens comme moi ou comme Titouan qui avons joué au premier, ça va être... Tu vas te faire chier au début. Voilà. Tu t'embêtes, il faut redécouvrir les capacités et attendre la deuxième partie du jeu. Le système hyper sympa, c'est le système d'ennemis jurés, qui est bien retravaillé. Du coup, on tue, on se fait tuer, on peut prendre... on prend vraiment son pied parce qu'il y a des histoires de trahison, de vengeance, de manipulation et même des histoires d'amitié. Ouais, c'est cool. Et le fait de devoir reconquérir ou conquérir des zones rappelle pour moi Assassin's Creed Révélation, bien que la manière de faire est assez différente et beaucoup plus appréciable. Point plutôt positif, Talion possède un grand arsenal de capacités. Ça c'est cool. Donc pour les habitués d'action RPG, voilà, ça va être facile pour nous de revenir dessus, de pouvoir choisir ses capacités, mais pour les gens qui n'ont pas l'habitude, ça va être un peu le bordel, parce qu'il y a tellement de capacités que tu vas avoir du mal à choisir. Voilà, on va retrouver du coup les pouvoirs normaux, celui du rôdeur mélangé avec celui des elfes et des spectres, on va pouvoir posséder nos ennemis, leur amener à les tuer, leur capitaine, voilà. Et petit plus, maintenant, on peut piloter des mini-dragons. Et j'ai vu ça sur la vidéo tout à l'heure, ça a l'air ouf. Ah, c'est trop stylé, t'as vu Panzer Dragoon Remake. Parce qu'avant, on pouvait contrôler des espèces de chiens énormes. Oui, je me rappelle. Alors, excusez-moi. Oui. C'est bon. Non. Si, c'est bon, si, excusez-moi. C'est bon. Pardon, c'est bon. Excusez-moi, du coup, ouais, je me rappelle pas du nom des différentes bébêtes. Effectivement, au début, t'avais un espèce de gros chien que tu pouvais piloter, plus. Mince, comment il s'appelle ces gros. Ah, les énormes trucs, ouais, je sais plus. Des éléphants. Non, c'est des espèces de trolls énormes. Voilà. Mais ça, maintenant, tu peux les piloter. Maintenant, ils ont même des armes de guerre sur leur dos. Plus le dragon. Super cool. Et plus le dragon. Ah, ça, c'est cool. Voilà. Donc, voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur le jeu. Pour moi, il est vraiment bien. J'en suis qu'à 60% de l'histoire. Il me reste donc à peu près entre 30 et 40% du jeu à finir. Mais en tout cas, je suis bien content d'avoir investi et je le conseille. Donc, bilan plutôt positif. Positif, même si côté graphique et histoire, il va pêcher. L'intérêt, c'est la rejouabilité. Okay. Ouais. Globalement positif, dirait Georges Marchais. On va changer d'ambiance avec Titouan qui va nous parler de The Evil Within 2. Donc cette fois-ci, on part dans le monde du survival horror. Exactement. Donc The Evil Within 2, donc, qui est sorti vendredi. Donc si vous l'avez précommandé, il y en a qui se sont fait avoir, voilà. On ne voit pas sur ce plateau. Donc, je vais faire un petit historique déjà pour rappeler un peu la série. Donc, The Evil Within a vu le jour en octobre 2014. Donc, le jeu était sorti sur la génération de consoles précédente. Donc, vous pouvez y jouer sur PS3, sur Xbox 360, voilà. Pour ma part, j'avais testé sur PS3. Pour resituer un petit peu le truc. Donc, la série met en scène Sebastián Castellanos. Alors non, celui-là, c'est pas moi. il a un nom espagnol, mais il n'a rien d'espagnol. Un inspecteur de police qui enquête sur d'étranges affaires, et notamment une à l'asile de Beacon Bay. Du coup, qu'en est-il de l'histoire ? Ça prend la suite du premier ? Eh bah, écoute, au début, on commence, on est tout de suite projeté dans l'action. En fait, il y a une maison en flammes, on sait pas ce qu'on fait là, et en fait, on se rend compte qu'on est là pour sauver sa fille. Donc, juste après ça, il y a une espèce de scène qui fait bien flipper. On se réveille et en fait on se rend compte que l'histoire suit totalement le premier épisode avec peut-être quelques années d'intervalle puisque il est plus inspecteur, il est tombé dans l'alcool, voilà, c'est la merde, c'est le survival horror, on est bien là. Il est en pleine phase de Steven Seagalisation en fait. Voilà, c'est ça. Et donc à ce moment-là en fait une de ses anciennes coéquipières donc, qui était là dans le premier jeu, donc Kidman, qui est en fait, bon ça va spoiler ceux qui n'ont pas fait le 1, désolé, mais c'est le, voilà, vu que ça enchaîne avec le 2, on est vraiment obligé
obligé d'en parler. Donc en fait, elle est agent d'une société qui s'appelle Mobius, donc qui était aussi le responsable des événements étranges du premier épisode. Et donc, en fait, elle nous apprend dès le début du jeu que sa fille, donc qui s'appelle Lily, est toujours vivante, qu'elle n'est pas morte dans l'incendie, et qu'en fait, c'est eux qui l'a gardée en vie, qui l'ont enlevée pour l'utiliser en fait dans un espèce d'ordinateur machine à la Animus, voilà, qui s'appelle STEM. Et en fait, elle est là, c'était une petite fille innocente et tout, voilà, le pur, pour contrôler en fait toute cette machine. Et en fait, ça permet de prendre plein d'informations de personnes différentes, de les connecter tous en même temps pour faire un seul et même être surpuissant. Donc d'ailleurs, petite anecdote là-dessus, j'ai adoré le moment où on rentre dans le STEM. En fait, on est dans le noir complet. On marche sur de l'eau ou je sais pas quoi, et à ce moment-là il y a le titre qui apparaît, les crédits, et on se balade, et c'est franchement magnifique d'avoir des crédits dynamiques où on peut jouer là-dedans. Alors tu mets une emphase sur la mise en scène. On rappelle quand même que le gameplay reste quand même très important dans un jeu d'horreur. Oui, c'est sûr, donc c'est quand même la base du truc. Alors là, sur ce jeu-là, moi j'ai pas arrêté de trouver des anecdotes de tous les côtés. Donc déjà, c'est exactement la même chose que pour le premier, c'est une caméra sur l'épaule. RE4. Voilà, Resident Evil 4. C'est donc, Mikami, pour le coup, au niveau gameplay, c'est assez lourd. Donc le personnage, donc un peu comme dans Resident Evil 4, on va avoir un quick turn. En fait, en faisant bas plus rond, il va pouvoir se tourner d'un seul coup. Mais sinon, quand il court, il met un petit peu de temps à partir en courant. Et tout ça, en fait, ça rajoute justement ce qui est très important. Pour des joueurs qui vont jouer du FPS tout le temps, ils vont dire ouais mais le jeu il est trop lent. Sauf que quand t'es là à courir et qu'il y a des mecs qui te poursuivent, tu sens pourquoi, tu te rends compte de pourquoi est-ce que le personnage est lent, et ça du coup c'est super bien foutu. Ça rajoute de la tension. Ce qui est un petit peu frustrant, c'est que la caméra à l'épaule, ça nous coupe tout le bas de l'écran. Oui. Donc t'es tout le temps obligé d'utiliser le stick pour voir ce qu'il y a par terre dans un jeu où il faut tout le temps ramasser des trucs et tout, c'est un peu relou quand même. Alors est-ce que j'ai une petite question. Oui. Le 1 avait des bandes noires en haut et en bas de l'écran, est-ce que le 2 les a aussi? Non. Là pour le coup non. D'accord, ok. Là, Parce que c'était la grosse question du framerate, ils avaient réduit la taille de l'image. Là, pour ils ça. sont pas. D'accord. Donc après pour parler toujours du gameplay, donc c'est un jeu un petit peu à la Outlast où il va falloir surtout se cacher. Plus Last of Us si vous voulez, parce qu'on a quand même des armes, mais on se fait défoncer en 30 secondes. Donc t'as le système de couverture, etc. Voilà, donc en fait le système de couverture, donc voilà, je parlais de Resident Evil 4, maintenant je vais parler de Splinter Cell, les derniers, où en fait on va avoir juste, grâce à rond, on va pouvoir se mettre à couvert, et en fait en approchant de certains coins, on va pouvoir passer d'une couverture à une autre, passer par-dessus des objets, ce genre de choses, pour pas se faire voir en fait par les sortes de zombies, et pour pouvoir les avoir en fait par derrière facilement. Donc après, on peut aussi dire qu'il y a des petits objets collectibles, voilà, donc le classique pour les jeux d'horreur. Donc on va avoir des choses pour, par exemple, en apprendre plus sur l'histoire, mais après des collectibles pour avoir de la vie, pour booster ses compétences. D'ailleurs, c'est exactement, et ça c'est cool. Dans le premier, en fait, on s'asseyait sur une chaise et il y avait un espèce de truc qui nous rentrait dans le cerveau. Et au premier moment où on arrive pour booster nos compétences, il y a une espèce de chaise dans un coin. Et du coup, tu t'es attiré par cette chaise, tu t'assois dessus. Là, il y a un espèce de flashback où en fait on revoit, parce que c'était une infirmière qui nous donnait des injections. Et il dit mais qu'est-ce que tu fais là? On n'est pas au même endroit et tout. Elle fait ah bon, mais pour moi c'est la même chose et tout. Et en fait, on se retrouve dans la même machine. Et ça, c'est plutôt cool. Donc après, je voulais parler de l'esthétique. Et bah en fait, c'est exactement la même chose que pour l'ombre du Mordor et tout ça. C'est qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'on arrive à la fin de la PS4 et qu'on peut pas aller plus loin en fait. Donc l'esthétique, le jeu c'est le premier, c'est la même chose. Ou peut-être que justement ils préservent, parce qu'ils vont sortir d'autres jeux, ils préservent un peu la capacité max de la console. PS4 pour, tu vois, ils font exprès je pense. Je sais pas exactement, ouais. Et du coup, le jeu il est pas très beau, genre on va pas faire les visages sont magnifiques et tout, mais par contre ce qui est très intéressant c'est que le jeu est beau artistiquement. On va avoir énormément de jeux de lumière, donc c'était déjà le cas dans le premier par exemple, les miroirs en fait il va y avoir des espèces de lumière dedans et c'est un peu comme Silent Hill où on va passer dans l'autre monde et ce genre de choses, et on va toujours être attiré par les lumières, par les endroits lumineux, mais c'est pas forcément là où il faut aller. Donc il va falloir jouer avec les ombres, avec les lumières. Pas mal de gimmicks sonores aussi, je crois. Voilà, exactement. Donc ça c'est désolé, hein, c'est des formations professionnelles, forcément. Mais je fais très attention à ce genre de choses et c'est aussi très important dans un jeu d'horreur. Donc on retrouve tous les petits gimmicks sonores qui sont efficaces et qui font qu'un jeu d'horreur est bien. Donc une très bonne gestion des silences. Donc c'est super important. La première scène où on le voit, c'est qu'en fait on arrive, il y a un mec qui se fait éclater la tête.
Et pour pas trop spoiler, et en fait il y a de la musique et d'un seul coup tu passes dans une pièce et la musique se coupe. Donc là déjà tu dis bon bah je vais revenir en arrière et je vais me cacher sous une table, tu vois. Et donc tout ça c'est vachement bien géré. Pour le coup, ce qui est aussi important de le dire, c'est que le jeu se lance en français, donc j'ai pas essayé de changer ou quoi. Je ne sais pas si on a une autre langue, mais la VF elle est super cool, le jeu d'acteur est super bien. Parfois les dialogues sont pas ouf, j'avoue. Mais pour compléter ça, donc la voix française, c'est Rémi Bichet qui fait aussi la voix de Jake Gyllenhaal. Donc c'est de la qualité, voilà. Jake Gyllenhaal, Voilà, Jake Gyllenhaal. acteur footage de Denis Villeneuve. Et donc, du coup, pour conclure, moi, ce jeu, franchement, je l'ai trouvé super bien. Je l'ai trouvé meilleur que le premier parce qu'on peut avoir des objectifs secondaires, et peut-être un peu plus d'exploration qu'avant. Et donc, je conseille vraiment ce jeu, mais faites peut-être le premier avant parce que ça risque de spoiler, on risque de pas comprendre toute l'histoire. Ok, bah avant de refermer ces deux cases critiques, Pasiphae, est-ce que tu avais joué au premier Evil Within ou au premier Terre du Milieu? J'ai joué, oui, aux deux. Les premiers, j'ai pas eu le temps de faire les deux derniers. D'accord. Ça devrait venir dans les semaines à venir, même si les jeux solo, j'ai de moins en moins de temps pour ça. Ouais. Mais des deux très bonnes licences, peut-être encore plus pour Evil Within finalement, bien que je sois très fan du Seigneur des Anneaux. Mais oui, à voir, à suivre en tout cas, il a l'air passionnant le deuxième opus. Puis c'est vrai que ce genre de jeux ont un aspect cinématographique assez poussé, Ouais. c'est-à-dire qu'il y a un travail sur l'image, un travail sur l'image et un travail sur le son qui est vraiment, enfin moi c'est typiquement ce genre de jeu, je trouve le plus beau en termes de direction artistique, c'est souvent ceux les plus intéressants. Bah, c'est là où on se rend compte que c'est là où on se rend compte que le jeu vidéo est un art en fait. Oui. Oui, Faut pas l'oublier. tout à fait. Et on finit ce petit tour de table avec Numa et Pierre, du coup. Vas-y Pierre. Hein. Moi, j'ai rien à rajouter à ça. Ok, bon. Osef sur 10. Voilà. Non, c'est j'ai joué encore aucun plus fort des de- deux premiers jeux, donc D'accord, ok. je n'ai pas spécialement de positionnement. Tu restes là-dessus. Nintendo dans l'âme. Non. On referme ce point critique. Vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitch, Partagez l'émission. voilà, RT plus follow, tout ça. Sur Twitch, hyperlink_RVL. Sur Twitter, hyperlink_RVL. On se retrouve après la deuxième pause musicale. DJ Okawari, Crescent Moon. On reste au clair de lune, que vous pouvez entendre tout à l'heure, de Debussy. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, cette fois en musical, c'est fantastique. Pendant la pause musicale, on a regardé un petit peu le chat. On a vu que vous discutiez fortement. On embrasse Fab la cafetière, si je dis pas de bêtises, Fab à la cafetière ou Fab la cafetière, Larasta TV et Hackstyle qui discutent sur le chat. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et de vos questions qu'on abordera pendant le débat. Parce que voilà, on va quand même commencer le gros sujet de l'émission. Si vous voulez bien. Parce que Star Wars. le running gag. Vos oreilles ont dû le remarquer qu'une infection microbienne s'était répandue sur ce plateau. Nos voix chancellent un petit peu, notamment la mienne et celle de Seb. Et c'est parce qu'on va parler Metroid aujourd'hui. Voilà. Vous vous rendez compte, la forme qui rejoint le fond, c'est magnifique. Petit rappel sur Metroid, 31 ans d'existence, 14 jeux, plus de 18 millions d'exemplaires vendus. Malgré tout, c'est une série peut-être un peu moins connue que les grands de Nintendo, Mario, Zelda, Pokémon. Pourquoi ? Alors c'est une question qu'on va se poser aujourd'hui. Donc petit rappel tout d'abord sur la série. C'est une série qui est née en 1986 de l'imagination de Yoshio Sakamoto à la réalisation. Hiroji Kiyotake, Cara Designer, et Hirofumi Matsuoka au Game Design, opérant au sein de la division R&D numéro 1 de Nintendo dans les années 80, qui était sous la direction de Gunpei Yokoi, qui était donc l'un des grands monsieur de Nintendo. Rest in peace. Rest in peace, tout à fait. Mort dans un accident de voiture en 97, si je dis pas de bêtises. Ouais, effectivement. On lui doit notamment l'invention de la Game Boy. Et des airbags. Dans de mesure, on Et doit du- aussi et le du- Virtual Boy. C'était pas très Charlie celle-là. Et du Virtual Boy, entre autres. Voilà. Ah ouais, ça c'était pas un cadeau non plus ça. C'était Non, c'était ça censé devait être être en plus son cadeau départ, d'adieu. mais du coup il est revenu au fourneau et il a bossé sur la Game Boy Color. Donc c'est un grand monsieur de Nintendo qui du coup a bossé à la tête de cette division. Metroid, c'est un jeu qui s'est fait un peu dans la souffrance, avec des très petits effectifs, avec une cadence très rapide. Et 30 ans plus tard, ben voilà, on a un mythe qui On s'est est là. écrit, malgré tout, envers et contre tout.
Et pour ça, on a abordé le sujet dans une interview avec Christophe Mallet, qui est l'auteur d'un ouvrage. Un Est-ce qu'on peut fabuleux zoomer bouquin. dessus, je ne sais pas. Voilà, je le tiens Non, bien. il est là. Je le Il tiens, est là. il est là, le Il grand est là. sésame. Il est beau. C'est l'histoire de Metroid, écrite donc par Christophe Mallet, Aux éditions Pixel aux Love. éditions Pixel Love, qu'on embrasse très fort d'ailleurs, parce qu'ils nous ont envoyé le bouquin à temps, et on est très Oui. content d'avoir. Merci. Donc, Qu'on fait gagner, le bouquin qu'on fait qu'on gagner. fera gagner à la fin de l'émission. On a un concours d'abord, mais on en parlera après. en parlera après, évidemment. plus tard. Et mais- on a le droit d'y participer, nous? Non. Il y a une Par petite contre, t'as le droit de l'acheter si tu veux. Voilà, t'as le droit Oui. de l'acheter, c'est 24,99€, et il y a une petite dédicace ici. Ah, merde. Qu'on vous Dédicacée montrera par en l'auteur. photo sur Twitter. Donc on va commencer avec l'interview, si vous voulez bien. À tout de suite. Christophe Mallet, bonjour. Bonjour. Alors, tu es auteur de l'histoire de Metroid chez Pixel Love Édition. Tu viens nous parler de ton ouvrage. J'ai une première question. Qu'est-ce qui t'a conduit à écrire sur Metroid? J'ai un ami qui travaille chez les éditions Pixel Love, Raphaël Peset, pour le nommer. Et donc on travaillait en commun sur un site internet, nintendomain.com, et enfin, en amateur. Et il s'est avéré aussi que je travaillais plus spécialement sur le site planetZBS.com. Je suis webmaster de planetZBS.com, qui est un site dédié à la saga Metroid. Et donc ce faisant, quand il s'est avéré que Pixel Love avait envie d'écrire un ouvrage sur Metroid, eh bien on m'a dit pourquoi pas moi. Alors le projet a été repoussé pendant plusieurs années parce que je me sentais pas forcément de le faire. Et puis petit à petit, vers 2015, ça s'est concrétisé. Et finalement, voilà, c'est comme ça que ça m'a amené à faire ça. Et j'ai eu la chance aussi que Pixel Love trouve mon travail suffisamment correct pour être édité, pour être publié. Donc c'est un petit peu comme ça, voilà, que je me suis retrouvé là-dedans. Tu as privilégié quelle source? J'ai privilégié surtout à chaque fois des sources directes venant plutôt des développeurs. Donc vraiment le matériau de base, ça va être vraiment les interviews de développeurs, parce que là on peut difficilement avoir plus direct. Ensuite, effectivement, au niveau de tout ce qui est documents d'époque, tout ce qui était à peu près des années 2000 à peu près, ça a été beaucoup retrouver ces interviews dans des magazines, papier, etc., qui sont pour certains numérisés sur Internet, etc. Et ensuite, dans un second temps, je me suis aussi basé sur tout ce qui avait pu être test, etc. Mais ça, c'était plus pour avoir un avis, on va dire, extérieur, pour faire des petits paragraphes concernant les critiques, les retours qu'il y avait eu concernant le jeu. Voilà, mais vraiment, le matériau de base, ça a été vraiment les interviews d'auteurs, que ce soit des interviews écrites, filmées, audio, tout ce qui avait pu être dit par les créateurs de la série au cours des 30 dernières années. Quel jeu t'a le plus surpris? On va dire à égalité peut-être le 1 et le 2, donc Metroid 1 sur NES et Metroid 2. Le 1 parce que c'est le début, et aussi parce que on se rend compte en fait que ça a été vraiment un parcours du combattant pour ceux qui l'ont fait. Ils étaient uniquement 2 initialement à travailler dessus. Ça a été un développement vraiment assez chaotique qui a été repris dans les 3 derniers mois par Yoshio Sakamoto, qui est devenu après le père spirituel de la série. Et ensuite le 2 parce que je ne m'explique pas encore totalement pourquoi il s'est fait dans ces conditions-là. Dans le sens où il a vraiment été fait de manière totalement différente, pas du tout par les mêmes, enfin en partie par les mêmes personnes, mais Yoshio Sakamoto n'y a pas participé, etc. Et donc avec la sortie du remake il y a quelques semaines, on a appris 2-3 petites infos en plus, mais il y a encore quelques zones sombres sur ce développement-là. À terme, j'aimerais bien beaucoup avoir le retour direct d'une personne qui s'est jamais trop exprimée dessus. C'est celui qui a co-dirigé le 2, Hiroji Kiyotake, qui est également celui qui est à l'origine du design de Samus. Voilà, donc peut-être quand il sera à la retraite dans quelques années, peut-être qu'il sera un petit peu plus loquace. Peut-être qu'il y aura moyen de l'interviewer directement pour voir un petit peu comment est-ce qu'il explique ce développement. Alors du coup, est-ce que Metroid, c'est une série élitiste ou ingrate? Élitiste, je pense pas qu'elle soit pensée pour être une série élitiste en tout cas. Ou alors c'est involontaire, parce que vraiment ce qui revient pendant 30 ans d'interview, c'est vraiment qu'ils essayent de faire un jeu qui plaise aux fans, mais et dans les derniers, dans ceux qui ont été faits ces 5 dernières années, on va dire 5-10 dernières années, il y en a pas tant que ça, mais voilà, ceux qui ont été faits là, il y a toujours cette volonté pour Sakamoto, en tout cas, et aussi pour Kensuke Tanabe qui dirige les Metroid Prime, de faire quelque chose qui plaise également aux nouveaux venus, qui explique le background de la série, qui explique un petit peu où est-ce qu'on met les pieds quand on débarque dans un nouveau Metroid. Donc je pense pas qu'elle soit vraiment élitiste. Enfin, je pense juste qu'elle est un petit peu plus... Elle est en décalage avec le reste de l'univers Nintendo,
qui est plus, plus joyeux, parfois plus enfantin, plus familial, parfois pour certains, etc. Plus immédiat aussi peut-être. Peut-être plus immédiat, effectivement, parce que ça va être quasiment la seule série où on a vraiment une chronologie qui est développée d'un jeu à l'autre. C'est vrai que ça peut être un petit peu rédhibitoire quand on arrive dans un jeu qui est sorti récemment, de ne pas comprendre exactement ce que l'on fait là. Qu'est-ce que c'est que cette planète, qu'est-ce que c'est qu'un Metroid, etc. Donc c'est vrai qu'effectivement, peut-être à cause de ça, c'est ça qui va expliquer sans doute aussi les ventes parfois décevantes de certains jeux de la série. Mais je pense pas que ce soit vraiment une volonté d'être élitiste ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qui définit selon toi l'ADN de Metroid ? Alors bon, je ne vais pas parler à la place des développeurs, mais ce sur quoi les gens s'accordent à dire en général, ça va être ce sentiment d'exploration, de découverte d'un univers, de solitude aussi la plupart du temps. C'est quelque chose qui revient, ces allers-retours également incessants entre les différentes zones. Mais je pense pas qu'il faille se priver éventuellement d'apports. Alors je sais pas quels pourraient être les apports éventuels à la série, mais je pense pas qu'il faille se limiter éventuellement à ça, parce que on arrive rapidement à une impasse et au bout de 30 ans on a toujours les mêmes choses, etc. qui se répètent. Mais c'est vrai que c'est difficile de faire évoluer la série. Alors effectivement, Sakamoto a essayé avec Other M, ça a donné ce que ça a donné. Effectivement, bon, c'est pas mon épisode préféré, mais je respecte la volonté du créateur, que j'ai mieux comprise lors de mes recherches aussi. C'est pas forcément ce que les gens attendaient, en tout cas pas tous. C'est ce que lui voulait, pour montrer un petit peu l'envers du décor un petit peu sur le passé de Samus. Du personnage. Voilà, etc. C'est pas inintéressant de l'avoir fait aussi pour personnifier un petit peu plus Samus, mais bon voilà, c'est pas forcément ce que les gens attendaient. Donc voilà, l'ADN de Metroid, il faut essayer de rester effectivement, je pense, dans quelque chose qui trahisse pas forcément ce qui a été fait dès le début, sachant que avec Metroid Prime dans les années 2000, on a réussi à avoir vraiment quelque chose qui a à la fois conservé les bases des jeux originaux, tout en apportant cette dimension première personne, qui en a frustré quelques-uns, mais qui finalement s'avère, en tout cas personnellement je trouve qu'il s'avère extrêmement intéressante pour l'exploration d'un univers. Donc on n'est pas à l'abri dans les années à venir d'un nouveau, peut-être avec Metroid Prime 4, qui sait, on sait pas, d'une nouvelle rupture, quelque chose qui arrive, ce paradoxe de respecter des bases solides, et tout en apportant quelque chose de nouveau. Comment est-ce que tu vois l'avenir de la série, justement ? Je le vois différemment. Effectivement, alors c'est vrai que la conclusion de mon livre n'est plus d'actualité. Et donc du coup, effectivement, on a en un seul événement en fait, ça a été le salon E3 2017, effectivement, où il y a eu cette annonce de Metroid Prime 4, plus l'annonce en catimini de Samus Returns sur 3DS, qui a complètement changé la vision qu'on pouvait avoir de la série, effectivement, quand on restait sur Federation Force sur 3DS, qui avait été extrêmement décrié, qui s'est excessivement mal vendu, qui est la plus mauvaise vente de toute la série. On pouvait être très très pessimiste, effectivement. Et finalement, on se rend compte que non, il y a encore des projets sur cette série. Il y a encore la volonté de faire quelque chose, d'apporter de nouvelles choses. Et ça, c'est très très positif. Et finalement, de second couteau, on pourrait peut-être... Alors, elle deviendra jamais la série aussi forte qu'un Mario, qu'un Zelda, qu'un Mario Kart, quoi que ce soit. Mais elle pourrait devenir, un petit peu plus importante et un petit peu plus mise en valeur dans les années à venir. Si pour Metroid Prime 4 on a la même chose qui s'est passé avec Samus Returns, c'est-à-dire une communication vraiment très très importante, unique dans la série, un collector, une console aux couleurs de Samus, etc. Enfin, c'est vraiment une débauche de moyens qui a été vraiment très importante. Si on a la même chose pour Metroid Prime 4, on peut toucher, grâce à la Switch peut-être, un public qui n'était pas encore touché par Metroid, etc. Et peut-être avoir quelque chose, une série qui devienne un petit peu plus reconnue par le grand public. On peut espérer ça. Même si effectivement ça reste une série de science-fiction avec donc cette chronologie, cette difficulté de l'aborder. Mais pourquoi pas, on peut espérer ça. Christophe Mallet, merci beaucoup. Merci à vous. De retour sur le plateau, on remercie Christophe Mallet. Hein. Oui, merci à lui. Est-ce qu'on de se l'applaudit ? déplacer. Est-ce qu'on lui fait pas plein de bisous ? Oui, allez. Merci. Merci Cricri. Merci Cricri. Merci d'être venu en tout cas, c'était super sympa parce qu'effectivement il pouvait pas venir aujourd'hui du coup. Il a pris le temps de se déplacer quand même. Express, il a pris le temps de se déplacer après une visite musicale en plus, donc voilà, adorable. Donc voilà, vous l'avez bien compris, Metroid c'est une saga autour de laquelle se posent plein de questions. À qui est-elle adressée ? Comment est-ce qu'elle peut dépasser ce plafond de verre qu'elle n'arrive pas à traverser pour l'instant ? Ou en tout cas qu'elle a pu traverser ponctuellement, mais elle n'a jamais su vraiment s'installer. La première question que je vais vous poser, pour finir cette première partie, et après on discutera plus amplement de la saga, pour vous,
quel est l'ADN de Metroid? Pierre, Wow. peut-être pour commencer? Ouais, Pierre. Pour moi, il y a deux choses qui représentent vraiment ce qu'est un bon Metroid. C'est déjà un gameplay sans faille, ou qui permet gameplay évolutif et qui permet de non seulement où on commence, on est très très faible et par la suite on est tellement fort que les salles dans lesquelles on galérait, on les passe très rapidement. On a débloqué plein de raccourcis entre temps, etc. Donc on a non seulement beaucoup plus fort, mais on se déplace aussi beaucoup mieux dans le niveau et ça devient beaucoup plus agréable de jouer. On se sent très fort seulement en se déplaçant. Et également, le deuxième truc, c'est le level design avec ces labyrinthes organiques où on trouve des raccourcis de partout, où on trouve un petit passage secret où on débloque un power-up ou quelque chose dans le genre. Pour moi, c'est vraiment ça la marque d'un bon Metroid, c'est ce gameplay à la perfection et évolutif, et ce level design organique où on a beaucoup de liberté et un objectif à suivre. Est-ce que vous partagez cette vision? Moi, je comprends vraiment cette idée de progression qui a été pour moi. Enfin, moi, bref, je suis pas un très grand joueur de Metroid, mais j'ai joué à 2-3 Metroid, notamment Prime. Ouais, et Super Metroid, Et on Super avait Metroid. testé l'année dernière. Effectivement. Le fait de revenir en arrière sur un jeu, c'est quand même assez important de le dire. C'est-à-dire que, quand tu y penses, c'est-à-dire que tu es obligé de retourner sur ce que tu as fait. Et ça ajoute un côté, une espèce de nostalgie. Quand tu repasses dans des niveaux où tu as déjà été, tu dis ah ouais, là j'ai battu ça, là je me suis fait ça. Et du coup, ça a été un petit peu, quand je joue à Metroid, voilà, c'est plein de petits moments de nostalgie qui disent ah oui, j'ai quand même réussi ici. Ah putain, là j'ai fait galérer. Et je pense que c'est aussi ça qui fait l'ADN de Metroid, c'est le fait que ce soit justement le fondateur d'un style de jeu, le Metroidvania, et qui, à mon avis, est peut-être quelque chose qui est de plus en plus rare aujourd'hui, où la linéarité dans les AAA, je parle, la linéarité domine en fait parce que justement Metroid, c'est avant tout un jeu non linéaire. C'est drôle parce que c'est à la naissance du jeu vidéo, naissance, vous voyez ce que je veux dire, qu'on a déjà des jeux qui sont très méta, qui poussent très loin les limites du jeu vidéo, alors qu'aujourd'hui on s'est plutôt assagi. Bon, bref, ça c'est une autre réflexion à avoir. Après, dans les AAA, je dirais qu'on retrouve surtout cette formule dans Dark Souls aujourd'hui. Oui, justement, Dark Souls, c'est un Metroidvania, typiquement. C'est un hérité de ça. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai, tu peux faire le jeu dans le sens que tu veux, ça n'influe pas sur la fin. Enfin, ça influe sur la difficulté de ce que tu es en train de faire, mais c'est vrai qu'au final, tu vois, tu disais, ça commence avec le début du jeu vidéo. On a quand même dû attendre un petit moment avant d'avoir quelque chose qui ressemble aussi à ça, quoi. Oui. Parce que Dark Souls... Et puis quoi qu'il arrive, je suis assez d'accord avec les points que vous soulevez. Mais quoi qu'il arrive, ce qui est cool, et comme dans Dark Souls et les jeux de ce genre, c'est que ton personnage avance, et tu avances même si c'est pour reculer et pouvoir faire ce que tu pouvais pas faire, parce qu'il y a cet aspect contemplation nostalgique dont tu parlais, Seb, mais aussi ce côté tu passes devant un truc un premier temps et tu te dis mais je peux pas y aller, comment, et puis tu cherches et tout, et en fait c'est pas possible, et tu comprends plus tard effectivement que le jeu n'est pas linéaire et que tu as besoin de remplir des conditions et de revenir à certains endroits. Et je trouve qu'en termes d'univers, on se fait pas du tout les mêmes conceptions dans l'avancée du jeu que quand on a mission 1 la mission vraiment du début à la mission de fin, et basta, quoi. Numa, Et c'est vrai que peut-être ça manque aujourd'hui. Toi, t'es pas un grand adepte de moi, Metroid? Je suis pas un grand adepte de Metroid, juste parce que j'étais déjà sur d'autres jeux à l'époque, quoi. Enfin, mes premiers jeux, c'était Zelda et Golden Eye et Tetris. Mais du coup, de l'extérieur, quelle image tu peux avoir de Metroid aussi? C'est intéressant. Ça fait vachement rétro, et je trouve que c'est aussi attirant parce qu'il y a le côté rétro. Et je pense pas que Metroid gagnerait à se mettre à jour graphiquement. Enfin, à se mettre peut-être à jour graphiquement. Il faudrait garder cette identité rétro qui, à mon avis, attire d'autant plus. Ok. C'est juste comme ça que je le vois. Après, d'autres ou pas seront d'accord avec moi. Donc, labyrinthe, exploration, non linéaire, et avec un feeling très rétro. On est d'accord à peu près là-dessus? Et claustrophobe. Oui. Et claustrophobe. Ah, et claustrophobe, très important. C'est toujours dans quelque chose de fermé, c'est vrai. T'es sous terre, à 8000 pieds en dessous. Super Metroid, c'est une descente. Ouais, Littéralement, c'est une totalement. descente aux enfers.
Je propose finalement, je m'attendais à ce qu'on soit pas forcément d'accord sur la définition de Metroid, mais finalement, on est plutôt d'accord, c'est plutôt positif. On va dans le bon sens. Je propose qu'on marque une pause, si vous le voulez bien. Et après, peut-être qu'on aura des questions peut-être un peu plus tiraillées, un petit peu plus de friction dans la deuxième partie. On va aborder saga contrariée, saga tiraillée, saga ressuscitée. Saga Africa. Aussi. Ou Sagat dans la saison 3 de Street Fighter V. Voilà. Mais gros bisous. Tout de suite, on se retrouve après la pause musicale qui est Regretroid de Starbomb. À tout de suite. Click here to buy the album that this awesome song came from. It has other amazing songs that are even both rapped and sung. Click here to subscribe to this channel for more Starbomb vids. There's another one in a week, so you have time to hide your kids. Now this vid right here is a really awesome one. It is for a song. Donc on a bien entendu le morceau, c'est n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Starbomb. Ça lui fait de la pub, c'est bien. On se rappelle que vous pouvez nous follow sur Twitch aussi, on vous fait gagner plein de choses. Oui, on vous fait gagner des choses, n'hésitez pas à nous follow. Oui, c'est nous qui payons. Et chaque émission, on va vous faire gagner des choses. Déjà là, on va faire gagner le jeu concours qu'on avait fait pour Fire Force. Oui, mais Fire Force, on l'annonce après. On l'annonce après, mais voilà. Restez avec nous. Mais restez avec nous. Oui, on va aborder pour cette deuxième partie de débat. Débat sur Metroid, je le disais tout à l'heure, saga contrariée, saga tiraillée, saga ressuscitée et saga Africa. Ouais, non, je voulais pas la refaire encore. Mais on va commencer, si vous voulez bien, quand même par saga contrariée. Parce que pourquoi, en fait, finalement, Metroid n'a jamais su s'imposer? C'est une vraie question. Mario. Ouais, il y avait plein d'autres jeux, non? Moi si je peux commencer, je dirais que je pense que c'est par rapport au tournant qu'a vraiment pris Nintendo au fur et à mesure des années, qui est le jeu familial. C'est exact. Ouais. Très vite, Nintendo a compris que dans des endroits très restreints comme les maisons japonaises entre guillemets, si je puis dire, très souvent les familles étaient ensemble dans le même endroit et ça réunit les gens. Et je pense que ils ont pensé, ils se disent oui, mais le père de famille il a peut-être pas envie de voir son fils tirer sur des trucs un peu trop violents. Et quel jeu pourrait réunir aujourd'hui les enfants et leurs parents? Très vite, on a eu Mario Kart, on a eu les Mario Party, on a eu les Mario Tennis, plein de jeux qui se jouent en multijoueur, où on pouvait jouer techniquement avec sa famille, avec ses amis. Et Metroid, qui a quand même un univers plus sombre, bien plus intéressant, si je puis dire, je sais que je vais me faire des ennemis, mais cet univers-là a... Ça sonne comme une anomalie. Quoi. Exactement, voilà, ça sonne, c'est un peu comme une fausse note. Ça sonne pas Nintendo du tout. Exactement. On pourrait dire c'est Sega en fait. Pour du Nintendo. Ça, exactement. Et du coup, c'est pour ça. Enfin, quand on pense à Nintendo, on pense à Mario, Zelda, tout ça. Ouais. C'est des univers très colorés. Et c'est peut-être pour ça que Nintendo n'a pas voulu mettre cet univers en avant, particulièrement par rapport à Mario ou Zelda. Moi, je suis pas sûr que ça soit Nintendo qui l'ait pas mis en avant. Hein. Quand tu fais un jeu, en général, tu l'assumes. Si t'as pas envie d'avoir ça, tu l'as pas. Moi, je pense que c'est les joueurs, en fait, comme disait Seb, c'est et aussi, enfin, si d'un côté, c'est eux aussi en sortant ces Mario à côté qui ont en fait, et les joueurs qui ont en fait plus mis en lumière les jeux comme Mario et ce genre de choses, et qui du coup ont un peu adouci Metroid. Alors, si je puis me permettre de citer le bouquin, Winuma, tu voulais dire quelque chose, pardon? Ouais, juste peut-être aussi un effet aussi, c'est que c'est une fille, donc peut-être qu'à l'époque. Mais personne ne le sait. On le savait pas à l'époque. Ouais. Alors, il y a très peu de gens. En fait, il y a très peu de gens qui le savent. D'accord. Alors on le savait à l'époque, on le savait un petit peu quand même. C'était un mythe qui se répandait. C'est comme Super Sonic avec les émeraudes du chaos, tu vois. C'est un peu le même délire. Mais effectivement, ça relevait plus de la légende urbaine que du savoir collectif. Il n'y avait pas de marketing dessus. Il n'y a pas de marketing dessus. Et là où je me permets de citer le bouquin, parce que tu as un chapitre qui est consacré à ça, qui est assez intéressant, c'est sur les fenêtres de sortie des jeux. Oui. Il n'oublie jamais de recontextualiser la sortie de chaque jeu. Et par exemple, le premier Metroid, c'était là pour vendre le Famicom Disc, qui est donc un système un flop retentissant voilà, pour Nintendo. Donc c'est la plateforme qui a été boudée, et en fait finalement Metroid est aussi victime d'une mauvaise stratégie commerciale de Nintendo, c'est-à-dire qu'ils savent pas forcément vendre la série de la meilleure des manières, et finalement les miracles économiques de chaque épisode de la série qui ont été Metroid Prime. Metroid Prime c'est quand même un miracle là-dessus, parce qu'il a eu la place pour exister. Mais on disait tout à l'heure avec Pierre, par exemple, Metroid Prime 2, il a pas du tout eu cette chance. Ah non, il est sorti en même temps que plein d'autres jeux qui ont cartonné à cette époque-là. Déjà en termes de FPS,
il est sorti en même temps que Half-Life 2 et Halo 2, donc quand tu as ces deux-là à côté, tu te fais rouler dessus. Il y avait aussi Il y avait Counter-Strike Source et GTA San Andreas, il y avait tellement d'autres jeux. Pourtant, c'est pas du tout le même style de jeu. Pas du tout. Bah, c'est écoutez, t'as Half-Life 2 et cible. Halo 2 quand même. Ça se rapproche beaucoup. Halo 2, oui, je suis assez d'accord. Ouais. Peut-être aussi qu'à l'époque, on recherchait un autre type de jeu. Genre, on cherchait des choses beaucoup plus. Comment dire Nerveux. Ouais. Guerre. Voilà, plus guerre, plus nerveux, plus. On va Moins plus SF. dans le jeu. Voilà, c'est ça. Et que, Je comprends. qu'il y avait aussi l'arrivée de la 3D qui se faisait petit à petit. Et ça a amené que Metroid peut-être s'est épuisé aussi. Effectivement, la 3D. La 3D, c'est une vraie question pour Metroid, effectivement, mais restons-en aux contrariétés pour l'instant. Le tiraillement viendra derrière. D'accord. Dis-toi, tu voulais dire quelque chose? Ah non. Ah non, je devais prendre ta respiration avec Non, insistance. non, parce Et que- Pierre, tu voulais dire un truc, pardon. Ouais, je voulais aussi signaler que Metroid a été absent de la période 32-64 bits et du coup ça lui a peut-être Effectivement, ça lui a joué défaut. ça lui a peut-être ça lui a fait défaut, ça lui a donné un retard par rapport aux autres sagas. Ça ne lui a pas permis d'être assez mis en avant sur cette période-là où le jeu vidéo décollait aux yeux du public avec la PlayStation et toutes les sagas se réinventaient avec Mario 64 ou Zelda Ocarina of Time. Metroid n'a pas eu cette chance-là à ce moment précis et donc n'a peut-être pas eu la visibilité qu'il fallait pour être encore pour avoir encore de l'importance aux yeux des joueurs aujourd'hui. Mais c'est peut-être aussi justement cette question de des 3D. Ils se sont peut-être posé la question parce qu'à cette époque, tous les jeux du coup sortaient en 3D. C'était vraiment la grosse nouveauté. Et alors que c'est ce qu'ils avaient demandé dans mes informations que j'ai cherchées pour l'émission, ils disaient que ils avaient demandé à pas mal de bots s'ils arriveraient à faire un Metroid en 3D, mais en regardant la manette, ils se sont dit non, on voit pas ce qu'on peut faire comme Metroid avec ça. Est-ce qu'on fait ça en TPS à la Jet Force Gemini ou à la première personne à GoldenEye, ils savaient pas et du coup c'est resté en plan et la mort de Gunpei Yokoi n'a pas aidé. C'est-à-dire que si je peux ajouter un truc, mais Nintendo ont toujours été partisans de faire soit des jeux qui sont extrêmement bien maîtrisables. Même Mario 64 aujourd'hui c'est quand même assez difficile, mais à l'époque c'était quand même plutôt maîtrisable. Mais quand on regarde beaucoup de jeux qui ont été faits en 3D, les glissements qu'il y avait à l'époque c'était vraiment pas facile à jouer. Et je pense que peut-être ils ont aussi pas voulu prendre de risques en sortant une licence catastrophique en termes de gameplay, surtout comme Metroid qui a une capacité de nerveuse en termes de tir, en termes de changement j'allais dire Morph Ball, mais j'ai oublié le nom. C'est Morph Ball. Ok. Donc voilà, un changement de Morph Ball, il y a plein d'idées à faire en 3D, mais c'est effectivement plus compliqué à réaliser. Pour la Morph Ball, il fallait une bonne physique et tout. Ouais, exactement. Ouais. Puis t'as un côté un peu cinétique, tu vois, genre t'accélères, Super Metroid, tu commences à rebondir sur les murs, etc. Et finalement, en fait, le passage de la 2D à la 3D, Nintendo, quelque part, tu disais que c'était un manque pour Metroid de pas avoir été présent sur la génération 64, mais finalement, quand on parle du Metroidvania, Nintendo a peut-être eu l'intelligence de laisser Konami se viander avec Castlevania en 3D et de laisser Castlevania essuyer tous les plâtres et ensuite venir avec une solution peut-être plus poussée parce que Metroid Prime quand même c'est 8 ans de développement. Ouais, puis c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler à cette époque que c'était la porte ouverte à faire vraiment de la merde. Que ça soit jeux vidéo mais console, on a eu la Jaguar ou la 32X des flops totales. C'était des mecs qui sont là, ils se sont dit bon venez on fait un truc en 3D et puis, ouais attends parce que là tu vois autant attendre un petit peu, on fait un truc très propre que de faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que tu dis que ça a été contraignant, mais ils auraient pu très bien. Metroid, ça aurait pu s'arrêter là. Hein. Ils sortaient un jeu pourri en 3D, tu flingues la série, il n'y aurait plus jamais eu de Metroid. Voilà. T'as peut-être une fanbase qui est assez présente aussi, qui a pu apprécier ça. C'est une question que je pose. La fanbase répond, mais en fait, elle est très volatile. C'est-à-dire qu'en fait, Metroid, c'est une saga qui sait se faire désirer. C'est-à-dire que la première quinzaine, Christophe délimite l'histoire de la saga en deux quinzaines. La première quinzaine, t'as 3 jeux. La deuxième quinzaine, t'en as 9. Ouais. T'en as 10. Effectivement, c'est un peu... Ouais. Et du coup, en fait, Metroid a peut-être souffert d'une surexploitation de la licence au début des années 2000 avec limite 2 jeux par an, quoi. Enfin, un jeu et demi par an, jusqu'à l'arrivée de la DS. Et après, ça a peut-être eu un effet de saturation. C'est vrai. Mais effectivement, t'as un vrai problème entre la 2D et la 3D qui a fait que la saga était très absente pendant beaucoup de temps, entre Super Metroid et Metroid Prime. Mais il y a aussi une autre question qui s'est posée après l'arrivée de la 3D, c'est est-ce qu'on peaufine le gameplay ou est-ce qu'on approfondit l'univers ?
Ce qui est une vraie question, parce que Metroid, au départ, c'est pas forcément un jeu ultra... Enfin, c'est un jeu dont le scénario découle du level design. Oui, c'est pas et du narratif, gameplay. y a rien. Et tout fonctionne par une espèce on va stimuler ton intuition, ta curiosité, t'as un détail du décor, tac, tu vois que tu peux passer en boule, etc. Et peut-être c'est là où la série a peut-être commencé un petit peu à se perdre, c'est quand t'as essayé de mettre un vrai scénario dessus. Et typiquement, tu voulais réagir. Fusion d'abord. Déjà, outre ça, mais on parlait justement, tu parlais de regarder un endroit où il faut se mettre en morphing ball. Quand tu passes d'un jeu très vertical en 2D à un jeu en 3D, la notion de verticalité, ça n'a plus rien à voir, faut tout repenser. Parce que là, c'est vrai que le jeu, même en 2D, des fois, tu vois pas qu'il y a un petit passage en haut. Mais quand tu es en 3D et que toi, maintenant, tu dois gérer en plus ton stick analogique pour faire des tours, pour regarder en haut, par terre, je pense que déjà, de ce point de vue-là, ils ont dû être obligés de baisser la difficulté au niveau de gérer le level design, en fait. Et après, c'est vrai qu'au niveau scénario, on est arrivé dans des trucs où t'as d'autres personnages, voilà, comme Prime Hunters où il y a d'autres personnages. Dans Fusion, il y a le. Il y a Adam. Oui. Comment il s'appelle, le XY, le parasite X. Voilà, le parasite. Ouais. Ils sont mis petit à petit à faire des choses plus scénarisées. En fait, je trouve que c'est vraiment du coup un très bon virage. Ils ont négocié totalement en fait ce passage sans que personne s'en rende compte en fait. Toi, tu serais plus partagé, Pierre. Ouais, déjà, j'ai pas aimé Ozarem parce qu'il mettait trop en avant le scénario. Tu es tout le temps coupé par des phases scénaristiques. Et puis, c'est pas vraiment ce qui m'intéresse dans Metroid parce que pour moi, Metroid, c'est aussi que t'es vraiment tout seul dans un endroit. T'es seul avec ton couteau et tu dois chercher vraiment ton chemin dans un labyrinthe et sans l'aide de personne. Donc, rajouter un scénario, donc des personnages et une intrigue. Revient à rendre également le jeu un peu plus dirigiste. Oui, c'est sûr. Donc ouais, moi je suis pas fan de rajouter un scénario par-dessus Metroid. Et du coup, en fait, Metroid, encore une fois, je m'y connais pas bien du coup de faire ce jeu-là, mais je pose une question, peut-être que je me ferai frapper ou pas. Certainement. Voilà. Tu es le Candide ici. On est gentil. Effectivement. C'est juste, est-ce que le jeu du coup souffre pas d'un manque d'identité ? Parce que comme vous le dites au début, il y a eu le fait qu'on n'explore pas l'histoire, que l'histoire soit venue suivant les autres jeux au fur et à mesure, que Nintendo essaye de revoir sa stratégie au fur et à mesure. En fait, ils n'arrivent pas, enfin moi de ce que j'entends, ils n'arrivent pas du tout à se poser par rapport à ce jeu et qui ne mettent pas d'identité. Au lieu d'essayer de poser peut-être leurs couilles sur leur table et se dire bah voilà, on crée le jeu comme il est, il faut qu'il reste 2D, il faut qu'il reste comme ça, peut-être qu'on développe l'histoire à travers ça, mais ils sont peut-être. Enfin, Nintendo ne peut pas, selon moi, faire un jeu 3D qui pourrait poser l'univers de Metroid correctement en fait. C'est-à-dire que ça, c'est plus du travail d'autres boîtes. Je vais pas citer les noms, mais voilà, ça serait plus d'autres boîtes que Nintendo. À part s'ils essaient de nous faire un Zelda Breath of the Wild en mode Metroid. Typiquement, comment ça pourrait donner on a entendu Pacifier essouffler. Tu voulais dire quelque chose peut-être ? Non, pas du tout. Pas du tout. Tu as pouffé. Okay. Je sais pas si j'ai dit une énormité ou pas. Non, c'est ça, tu l'as fait rire. Non, mais en fait, c'était juste trop long. Moi, je me suis endormi à la moitié. non, mais effectivement, tu soulèves un point intéressant. Mais c'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont changé radicalement de genre de jeu, en passant de la plateforme au FPA, en fait, au FPA, au First Person Adventure, en fait, avec des phases de plateforme un peu molles, on va le dire, mais avec quand même tout un côté, FPS. À l'époque, t'avais Half-Life qui arrivait, t'avais plein de trucs comme ça. Et Castlevania, pareil, a dû changer au passage à la 3D. Ils ont essayé la plateforme 3D, ça aurait été horrible. C'était horrible. Parce que là, on voit le 3D derrière, je le trouve mais atroce. Metroid en TPS, ça marcherait pas du tout. Ouais. Tu vois, ça marcherait pas du tout. Enfin, Uncharted, t'imagines Uncharted avec Metroid ? Jamais. Mais donc du coup voilà, l'idée de passer en FPS c'est quelque part aussi de réécrire un peu les codes du FPS aussi, dans la mesure où le stick droit ne sert pas à tirer, ne sert pas à viser, mais sert à changer de tir, et du coup t'as une visée automatique avec la gâchette gauche. Enfin là je parle de notion de maniabilité très précise pour Metroid Prime. Mais la crise d'identité, je la verrais plutôt chez Castlevania pour le coup, là où ils jettent des idées sur les murs. En mode, ok, on fait un beat'em all, on appelle Kojima, et ok, alors, tu vois, enfin, ils sont plus à tâtons. Pour Metroid, Nintendo est plus prudent, je dirais. Ils sont plutôt dans une attente, ils se disent qu'ils ont peut-être failli tuer Metroid en sortant trop de jeux à la fois,
Et c'est pour ça qu'avec Metroid Prime 4, ils prennent leur temps. Et t'avais un truc à dire, Pierre, là-dessus? Non, en fait, non, c'est pour rebondir sur ce qu'il disait. Je voulais Ouais. ce côté où Metroid manque d'identité, je pense pas parce que aujourd'hui, quand un jeu a un labyrinthe en level design, on dit c'est du Metroid et tout. Je pense qu'en fait, Metroid a du mal à s'adapter à du AAA parce que quand on fait un jeu AAA, il faut tout de suite une narration, il faut du scénario, tout ça. Alors que Il faut des Metroid, moyens aussi. Oui. ouais, il faut les moyens aussi. Et la formule Metroid a été très bien définie en 2D, sauf que quand on fait en 3D, il faut réimaginer le truc et tout ça. Et du coup, s'adapter à des projets qui demandent des gros moyens comme ça, je sais pas si Metroid s'adapte vraiment à des choses de cette envergure. Alors après, si on rebondit par exemple sur l'exemple de Dark Souls, qui lui le fait très bien, il a réussi à avoir une narration qui raconte tout sans rien raconter. Peut-être que c'est vers là que Metroid devrait s'orienter pour avoir justement cette dimension triple A tout en restant Metroid. Ouais, mais pour moi, T'avais une Nintendo, question? ils peuvent pas faire du AAA. Je suis désolé, ils ont pas les capacités graphiques. Même si on nous a sorti un super bon Zelda. Super Mario Odyssey, je pense que ça va être un triple A. hein. Ouais, mais il y a un Zelda, problème, c'est ça un va triple A. pêcher. Niveau graphisme, ça va pêcher. Ah, il faut est très le beau dire. le jeu. Mais c'est très Ah, beau. bah, après, C'est pas parce que t'as graphisme, pas des quoi. graphismes ouf Mais- que c'est pas un triple Mais A. au bout d'un Oui. moment, pour moi, Metroid, je vois comment est le jeu. J'ai quand même pu voir plusieurs streams, des choses comme ça. Même si j'ai pas eu l'occasion de vraiment y jouer à part celui sur Game Boy, je me rappelle même plus c'était lequel. Voilà. Hein. Bah, il y en a J'étais pas petit. beaucoup. Ouais, Il y a voilà, deux. mais je pourrais plus dire c'était lequel, malheureusement. L'univers, comment il a besoin d'être détaillé. Donc, Metroid, avec Nintendo, ils auront du mal à faire un truc aussi détaillé que le pourrait faire Sony, Microsoft et compagnie. Et c'est peut-être là que ce serait intéressant, effectivement, parce que Nintendo, pour faire Metroid Prime, avait eu recours à un talent extérieur, avec Retro Studio. Je vais finir avec une petite anecdote que j'ai trouvée sur NeoGAF. Est-ce que Metroid Prime 4 serait pas développé par Bethesda? Non, parce qu'ils J'ai font vu ça sur Skyrim. NeoGAF, j'ai vu ça tourner sur NeoGAF. Moi, le Metroid de mes rêves, ce serait vraiment From Software. Ouais, Ouais. direct. From Software. Ah, là, Direct. je rêve si d'enfants. Ouais, clairement. Ok, on va refermer ce grand débat sur Metroid. Merci pour vos interventions super intéressantes. Petit tour de table en 2 mots. C'est quoi votre Metroid préféré? Pierre. C'est plus de 2 mots déjà. Ah, ça. Non, Alors, le titre. moi, je suis tiraillé entre deux, entre Metroid Prime et Super Metroid. Metroid Prime parce que c'est le jeu qui m'a réconcilié avec les jeux de tir à la première personne et c'est celui avec lequel j'ai découvert la série. Et Super Metroid parce que extraordinaire, je peux y rejouer autant de fois que je veux et je prends toujours autant de plaisir. Titouan. Moi, je suis désolé, je suis pas trop les Metroid en 3D, donc c'est soit Super Metroid, soit Metroid Fusion. Fusion, toi t'étais vraiment Fusion à mort, je me souviens. Ouais. Axtyle nous dit Super Metroid sur le Sur le chat. chat. Et moi je vais te dire aussi Prime parce que c'est Prime, avec Prime que j'ai découvert la série. Et toi du coup, Moi en fait, ton Metroid bizarrement, préféré c'était c'est plutôt celui qui va m'attirer en fait, parce que Oui. les 3D les derniers vont pas m'attirer et bizarrement, je sais pas bizarrement, c'est vraiment les rétros qui vont m'attirer. Donc pourquoi pas tenter les premiers? Et c'est ce qui m'intéresserait le plus pour découvrir Metroid. Christophe te dirait de faire le 2 plutôt. Le 2, très bien. Ouais. Et Pacifae, du coup, tu voulais. Quel est le Metroid qui t'attire le plus? Moi, mon Metroid préféré, c'est Super Smash Bros. Melee. Meilleure réponse. Mais, meilleure réponse. même raison que Seb, c'est grâce à ça que j'ai découvert vraiment la série, que je me suis attaché au personnage, qui dans Super Smash Bros a vraiment une maniabilité qui lui fait honneur. C'est ça qui est cool. Et voilà, sinon Super Metroid, comme un petit peu tout le monde. Il faut dire que même Gunpei Yokoi de son vivant disait c'est une tuerie ce que vous avez fait. Anecdote qu'on trouve dans le bouquin d'ailleurs, c'était qu'à chaque fois qu'il filait un dev kit à un éditeur tiers, il leur filait une copie de Super Metroid. En même temps, il disait voilà, jouez à ça si vous voulez avoir une idée des capacités de la console, jouez à ça. C'était assez marrant. On va refermer ce grand débat consacré à Metroid. Qu'on a fait grâce notamment au bouquin. On vous rappelle effectivement que Christophe Mallet a sorti un bouquin qui s'appelle L'histoire de Metroid, édité chez Pix & Love, disponible pour 25 €, 24 €. Vous pouvez trouver sur Amazon ou dans toutes les bonnes librairies. Toutes les bonnes librairies qui se respectent. 24,99 € pour être précis. Voilà. Les autres, elles sont nulles. Hein. Les autres elles sont Voilà, nulles. faut Voilà, le dire. c'est nul. Les enfants, je crois que le débat touche à sa fin. Oh. Et donc il est l'heure du quiz. Il est l'heure Du quiz. musical. Merci. Mario Kart. Le blind test. Donc, 2 équipes. 2.
fantastique. La team Ah, ordinateur. je suis avec le mec qui parle pas. La team ordi et la team lunettes. Voilà. Euh, Oh oui, c'est Pas si, Ouais, ouais. Ah bah non. pas si. Quelle team tu veux? T'es plutôt ordi ou lunettes? Plutôt ordi ou lunettes? Ouais. Ah, je sais pas moi, très franchement. Allez, je vais avec la team lunettes. Je les sens Ah. bien. Voilà. Ouais. On ramasse pas, c'est pas grave, ça tombera pas plus En bas. plus, il est pas Ils ont bien besoin d'un celui-là. Bon, alors. C'est Seb qui m'envoie en sabotage. Bon, alors, cette semaine, le blind test sera consacré à la solitude spatiale. Et donc, on va commencer avec le premier Super morceau, Metroid. si vous voulez bien. Metroid Un Prime. petit peu fort, peut-être. Metroid Prime, effectivement, Pierre, qui est très réactif. Très C'est bien. le menu principal. 1-0 pour la team Lunette. Oh là Je là. pensais que tu. Moi, j'ai pas joué à ça en 3D, donc. Ah non, non. Ah non, non, non. Peut-être un petit peu moins fort. C'est les le, autres. c'est le menu. Effectivement, Metroid Prime, le thème du menu, c'est le premier thème qui te marque quand tu aimes la console. Juste avec l'écran titre, on passe au deuxième morceau. No Man's Sky. C'est un jeu de tir sorti cette année. Dans Prey. l'espace. Ah, Prey. qui a dit Prey Ah. Dis-toi. Eh oui, je suis le Dis-toi, seul à y c'est avoir pas joué fait ici. celui-là. Oui, c'est vrai. Vous Bravo. pouvez retrouver ma critique sur l'émission de la dernière. Tout à fait, parce que tu avais fait une critique de Prey ouais. en première saison. Donc c'était un petit cadeau pour toi, voilà. Un cadeau par équipe, du coup, Metroid Prime, Prey, voilà. C'est cool, un partout. On avance. Troisième morceau, légèrement plus au présent, celui-ci. C'est que des jeux vidéo. Jean-Michel Jarre. C'est que des jeux vidéo. Non, il y a Et du Pacify, cinéma. il a Alien. une idée. Bravo. Ouais. Ah, Il est ouais. bon. Alors, pour il y a ça, une c'est- ambiance, il y a un petit vent qui souffle. Et Non mais c'est pour ça que j'allais le dire, c'est que c'était. Ouais. Mais bon, il m'a doublé. C'est pour ça que Alien. j'ai demandé si c'était que des jeux vidéo. Non, parce non. que- Quand t'as dit ça, j'ai fait film Alien. Boum. Bah oui, Ouais, direct. celui-là, ouais, c'est- Bah, forcément, il a tombé. Forcément, Ou tout Seul seul sur dans Mars. l'espace. Ah, j'aurais pu faire Seul sur Mars avec Matt Damon, effectivement. Et est-ce qu'on peut réavoir Pacify parce que j'ai l'impression qu'il a. Mon retour coupe, mais, Ah, mince. mais Ah. de toute façon, pour ceux. J'entends vite fait les sons et j'en connais aucun. Hein, donc, comme prévu. T'es dans quelle équipe déjà? Je suis dans l'équipe lunettes. Ah, c'est 2-1 Ça pour va. l'équipe ordinate, 2 pour l'équipe ordi, 1 pour l'équipe lunette. Quatrième morceau. Gunbuster. Oui, Ah, bien vu. Bravo, Le bravo. premier. Ah, il ouais. a même pas eu la première note qui balance le truc. Gunbuster, voilà, c'est le thème du sais même prologue. pas ce que c'est. Voilà. Tout début, tout ça dans l'espace. Des C'est épilogues aussi. un animé par Hideki Anno. Oui. D'accord. Et Gainax, voilà, la matrice qui a servi de base à Evangelion derrière. Et à Interstellar aussi, parce que Nolan a abondamment Ouais. plagié cette Ouais. série Alors ça, pour on est faire habitué. Interstellar. Donc voilà, regardez ça, c'est bien. Voilà. C'est vraiment une très bonne série. Ouais, franchement, Ah, c'est. extraordinaire. Regardez, C'est beau à pleurer. Ouais, ouais, franchement. Ah non, mais toi, tu l'as même pas. Eh mais on a égalité là. À égalité, tout à fait. Donc ça, le Waouh. morceau final va être d'autant plus. L'attention. L'attention est à Ah, le son dernier, comble. Est-ce que moi, les gens je du suis chat, faites un Genkidama s'il vous plaît. Simon est chaud en tout cas. Filez-nous les points, s'il vous plaît. Chrono Trigger pour Oh le non, dernier. pas les points. Cinquième morceau. Mario Galaxy. Oui. Non, mais c'est quoi ces mecs? Je sais même pas. Putain, mec, c'est tellement Resident Evil comme truc. Il a même pas. Simon oui, n'a mais- même pas eu le temps d'entendre. Mais pas si, on n'a Bon, pas bah, le temps. je Il vais est faire trop équipe fort. avec toi tout le temps. Il est trop fort. c'est Alors, tout. Pierre, il faut savoir, là il est trop fort. Attends, ça c'est Mario Galaxy? c'est Super Mario Ouais. Galaxy. Ouais. Bah non, mec, c'est Resident Evil, puissance 1000. Eh ben non. Parce que c'est en majeur. C'est C'est exactement en le majeur, mais Resident Evil c'est en mineur. Bon, bah, voilà. C'est la même Ça chose. Oui, non, mais t'as Ah ouais, effectivement le même. Mais si tu prends tous les morceaux qui ont nananana, ça va. Non, c'est pas ça, c'est le ta-ta-ta. Pring. Ça c'est très. Ah oui, bon, certes. Voilà. Bah alors, il faut savoir que Pierre, à chaque fois qu'il écoute l'émission sur le chat, il spamme les noms des morceaux en mode mais putain, la semaine dernière il était en mode FF6, FF6. Ah non, mais FF6, les gars, franchement, il vous a tout dit. Genre, une meuf en rouge, des mechas, Ouais. des trucs. Oh, c'est peut-être Final Fantasy. Ah bon? J'étais en train de rager derrière mon écran. J'étais là à dire. C'était lequel J'étais là à dire, il y en a 3 sortis sur Super NES, allez-y, et les mecs ils disent Final Fantasy 3. Bah, la version, en version américaine, oui, il est. en soi, hein. oui, c'est ça. C'est le Ah, 6, oui. et c'était la Le bonne 3, c'est le réponse. 6. Ah oui, non, moi j'ai chronologie japonaise. Je les ai balancés au hasard. C'est la sur semaine ce score que se termine le quiz à 3-2 pour la team Lunette.
Et voilà. Ouais. Bon, la prochaine fois, c'est tous contre Pierre, hein, par contre. Ouais, on fait ça. Mais non, mais attends, pas si, te plains pas, t'as gagné. Oui, c'est vrai, t'as J'ai gagné. gagné. Bah oui, t'as gagné. C'était la team Lulette. C'était la team Lulette. Donc écoutez les enfants, Tout est dans c'est le l'heure choix de de passer très rapidement s'il vous plaît aux recommandations. On va faire un petit tour de table. Mais du coup, on Pierre. gagne rien. Bah, non, Alors, pas on toi. gagne rien. C'est pour la beauté du geste. pour la beauté du Non, geste. mais par contre, Tu as gagné un gros bisou du public. non, mais par contre, on a bien quelqu'un qui gagne quelque Ah oui, chose. bah, Ouais. avant les recos peut-être. Avant On les va faire recos, effectivement, on va faire ça. ça. Alors est-ce que tu peux donner le nom de l'heureuse gagnante, je crois. C'est pour les tomes de Fire Force. Alors, on l'a noté. Il faut savoir qu'on a tiré au sort, donc à partir du nombre de retweets qu'il y avait eu. Ah, j'ai pas regardé si la personne avait bien follow le compte. Ah bah je te laisse le temps de vérifier Je le temps vais qu'on fasse tes recos. Avant, Il faut que je. C'est RT plus follow. Si tu ne follow pas, c'est pas C'est valable. râpé. Elle m'a pas. Elle n'a pas follow. Bon, bah, Elle fait la go. on refait le random number generator et pendant ce temps-là, on fait la tournée des recos. Pierre. Vas-y. Alors moi, je recommande un manga de Kiun, édité par Kiun, qui s'appelle Ghost Lady de Kazuhiro Fujita. Montre-le peut-être à l'image. Voilà. wow. Donc c'est très beau. c'est en deux tomes. Kazuhiro Fujita. Grande injustice de la publication de manga en France, l'auteur de Ushoto Tora, Moonlight Act et surtout Karakuri Circus. C'est une biographie, une fausse biographie de Florence Nightingale, médecine de son époque, qui a révolutionné marqué l'ordre l'histoire. des infirmières en Ça. fait. Donc ouais, c'est une révision fantastique de son histoire, mais c'est absolument super bien dessiné, la narration nickel, les personnages tous attachants, vraiment grosse recommandation. Et lisez du Fujita en général, c'est génialissime. On n'y manquera pas. Numa. Bah, moi, au final, c'est venu hier soir, Marocco. Hier soir, j'étais allé voir Gaspard Proust. Ah Et ouais. C'est Donc, énorme. Franchement, ouais, vraiment énorme. Non mais j'en parlais hier soir, pareil, que je voulais aller voir Gaspard Proust. C'est un truc de fou. On voit comment Mais il j'ai est entendu. J'ai la chance Bande de parce que bande de ma Parisiens. copine, avant même que je sois avec elle, avait acheté les places. Donc, ça, Oh. c'est cool. Ah, Donc voilà, Il est Gaspard malin, Proust, ce- faut pas avoir peur de. Ouais, voilà, tout est. tout est prévu. Putain, je vais me faire engueuler. Ouais. Non, du coup, en fait, il faut pas avoir peur de rire de tout. Ceux qui vont se faire leur vieille. Non, allez, cassez-vous, n'allez pas le voir. Par contre, le truc, il est génial. Faut pas avoir peur de rire. Voilà quoi. Genre, C'est un c'est mec- assez trash. c'est un C'est mec- trash, c'est un mec, c'est cool. assez drôle, ouais. C'est cynique comme il faut. Je vous le conseille. Pour continuer dans le trashos, Numa, Taroko. Titouan, pardon. Taroko. C'est pas parce qu'on a tous les deux des lunettes et tout. Non, parce que je te voyais brandir fièrement The Evil Within 2. donc je Oui, m'attendais à alors ce que déjà tu- j'en ai une autre. C'est Mother. Parce que Ah. c'est très très bon. Est-ce que tu veux passer le- Ouais, très donc, bon jeu. tu sais, normalement il y a une petite caméra en Ouais. face de moi là. Exactement. Et ça tu vois c'est magnifique. Ah là là. Swag, c'est Est-ce bon. qu'on peut mettre un petit jingle genre des années 80, tu sais les pubs de merde. Et voilà. Et donc du coup c'est très sympa et en plus la pochette alternative elle est ouf. Bon bah voilà, Mother et The Evil Within 2, on reste dans la même ambiance et Mother, film de Darren Aronofsky. exactement. Voilà. Avec Javier Bardem et Jennifer Lawrence. Tout à fait. Seb. Eh bien, moi, c'est une reco, mais c'est pas vraiment une reco. C'est-à-dire que la dernière fois, on avait parlé de Blade Runner 2049, donc pour aller on parlait du cyberpunk, et je pense qu'il serait aussi intéressant de reparler de Ghost in the Shell et de voir, si vous ne l'avez pas encore vu, l'excellente série Ghost in the Shell réalisée par Kamiyama. tout à fait. Voilà, Standalone donc, Complex. Exactement, et notamment la saison 2 qui est vraiment au-dessus de la première. Ah Donc oui, le film. largement. Oui, mieux que le film Le film sorti là, de Sanders, oui, j'ai bien voilà, compris. ouais. Et tout ça pour dire que j'ai enfin le nom de notre gagnante qui nous a suivis. Ah. Donc c'est bon, et donc c'est bien Marie Lacorse @mi _PAULE, donc @mipaul. Bravo, Marie. Voilà, bravo Bravo, Marie. Marie. Tu viens de D'accord, remporter- rentre en contact avec nous, glisse en DM. Et tu me l'envoies après. tu viens de gagner le tome, On va montrer, oui. les tomes 1, 2 et 3 de Fire Force Très bon manga. Là on t'a mis bien là. chez, Voilà, Là-dessus, ouais, je suis au tu Kubo, as de quoi commencer, l'auteur la de série. Solitaire. chez Kana, et sachez que oui, de chez Kana, donc qu'on remercie évidemment pour les tomes. Et sachez que on va vous faire aussi gagner les followers du Twitch. Je suis fatigué. Je suis Tu ralentis, fatigué. là, c'est- Ouais, ça va de moins en moins Ah, vite. c'est la fin de l'émission. Tu peux le faire, tu peux le faire. Et donc du coup, j'annonce, parce que j'ai fait un petit tirage au sort pendant que vous ne regardiez pas, que c'est bien l'Arasta TV.
La Rasta TV. La Rasta TV. La Rasta TV. Pas lui, non. Je te jure. Non mais qu'est-ce qu'il a gagné du coup? Eh bien, il a gagné tout simplement. Comment ça s'appelle Un ticket pour la foire du trône. Non. Et un dictionnaire Larousse. Le livre de Pix and Love au-dessus, il nous a envoyé 2 qui sont Mario et. Mario. Non, ceux-là faut les faire dédicacer par William Oduro et Oscar Lemaire avant. Ben on va y. Bon, alors on va faire gagner autre chose. Qu'est-ce que tu veux, allez. Non, on a reçu plein de mangas. Rentre en DM avec nous, on en discutera. Voilà. Il y a ok. Pacify qui pleure, il aurait voulu gagner quelque chose. Bah si tu gagnes notre amour, c'est déjà ça. Tu gagnes le droit de revenir la semaine prochaine, c'est bien. Tu es payé en passion. Et nous aussi. Pour finir, moi j'ai. En reco, si ce n'est Persona 5. En plus, il nous a claqué quelques musiques dans les beds. Je sais pas si vous avez remarqué, c'est passé comme une lettre à la poste. Non, moi je dirais Mario et Luigi Superstar Saga, dont le remake est sorti sur 3DS. Oui. Excellent jeu sur Game Boy Advance. Je confirme. Je l'ai redécouvert très récemment en le faisant. Action RPG super mignon, adorable, avec beaucoup de fratrie et de bromance entre Mario et Luigi. J'adore ce jeu. musiques Donc de vraiment, je vous Yoko le Shimomura dis, aussi. la version 3DS lift complètement les graphismes. Et Pacify le talent, tout à fait. Rasta TV. Du coup, vraiment grosse reco de ma part. Pacify, tu avais une reco peut-être? Ouais. C'est une reco qui était tombée la semaine dernière et on en a pas mal parlé et on en a reparlé aujourd'hui. J'y ai joué cette semaine, j'ai adoré. Il m'obsède, Cuphead. J'adore le il m'obsède. Il hante mes rêves. Alors je l'ai fait d'une traite, donc j'ai joué en coop et tout seul, on a 14 heures de suite. Ah ouais. Et j'ai rejoué en difficulté max et là j'essaye de le perfectionner. Donc je vous encourage à aller vers Cuphead et le speedrun en général, dont on parlait tout à l'heure, avec notamment, ne serait-ce que pour le consulter, le site speedrun.com, vous allez halluciner. Voilà. Petite question sur Cuphead, est-ce qu'on peut y jouer du coup en coop, mais via 2 ordinateurs séparés? Non, c'est en local. Alors ça va venir, il y a moyen de le faire avec un streaming expérimental Nvidia, mais le joueur qui n'a pas la copie joue au clavier, obligatoirement. Voilà. Ok. Je pourrais pas jouer. Et je tiens à dire que nous avons passé les 100 followers sur la chaîne Twitch. Youpi. Ça se flatte. C'est fantastique. Les enfants, c'est sur cette bonne nouvelle qu'on va refermer ce numéro. Comme disait l'autre. C'est la fin des choux. Merci. Alors on l'a envoyé au bon cette fois-ci, c'est fantastique. Et du coup, on vous remercie de nous avoir suivis cette semaine pour cette spéciale Metroid. Vous pouvez toujours nous suivre sur Twitch. N'hésitez pas à nous follow. Nous follow. Oui. Oui. Vous pouvez voir, suivez. Abonnez. pouvoir vous abonner, vous soutenez la maison, vous soutenez. Rendez l'argent. Voilà. Souscrivez à un abonnement, quoi. Laurent l'argent. On sent quelqu'un qui a vu le petit Spirou récemment. Likez notre page Facebook aussi. Voilà, et Oui, n'hésitez pas à liker la page Facebook, évidemment, forcément. Hyperlink sur VL et Pacify, évidemment. Likez Pacify, follow Pacify évidemment. Qui nous fait des streams, il me semble qu'il a fait des streams sur Cuphead, si je ne m'abuse. Qui nous fait l'honneur de sa présence toutes les semaines et on l'en remercie. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, évidemment, abonnez, lâchez vos étoiles, c'est très important pour nous, ça nous permet De dépasser les Brésiliens. de dépasser les Brésiliens qui ont repris le nom de l'émission et effectivement, on a si. On les embrasse d'ailleurs les Brésiliens. Baiser de la mort, on l'espère. On vous fait plein de bisous et à la semaine prochaine. Au revoir. Ciao les amis. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu Pop & Geek, c'est dans Hyperlink, votre cocktail de bulles et de pixels, avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.